On est un peu comme des gosses en fait, hein. On a beau avoir passé la trentaine, chaque saison il y a un nouveau maillot, on a envie de le découvrir. Ouais, le moment où j'étais le plus marqué par les émotions, je crois que c'était la médaille d'argent en 2016. Mon objectif personnel c'est de rester à l'Union Saint-Gilloise le plus longtemps comme joueur. Ouais, ça chante quand même, ouais. Et quand j'allais, j'essayais de chanter un peu avec. Au foot, il y a trop mauvais résultats, le coach est limogé. Sur l'année civile, j'ai connu 6 ou 7 coachs différents. Puis on prend un autre, il joue bien 5 mois, puis il a 3 défaites d'affilée, puis on le revire. Moi je trouve ça dramatique. Il faut aussi savoir que le coach prend toutes les décisions et donc les joueurs parfois ont un peu peur d'aller discuter foot quand ils sont pas d'accord. 90 minutes, le podcast qui débriefe toute l'actu du week-end en partenariat avec Napoleon Sports. Salut à tous, je vous retrouve pour ce deuxième épisode de 90 minutes, un podcast en partenariat avec Napoleon Sports. Aujourd'hui, avec moi, Guillaume François, bonjour. Bonjour. Alors, il est joueur à l'Union Saint-Gilloise, il a un parcours assez varié, on va en parler dans un instant. Et puis, un hockeyeur top 10 mondial, on va dire ça comme ça, Tom Beaune. Bonjour. Bonjour. Il joue au Léopold. On va parler sport, foot. On va comparer le hockey et le foot dans un instant. Mais d'abord, on va parler de ce qui s'est passé ce week-end en Belgique. Alors, les garçons, est-ce que vous savez ce qui s'est passé ce week-end en Belgique au niveau du football belge, du coup ? J'aurais préféré que non, on s'est un peu coupé du monde ce week-end. Il y avait la finale de la Coupe de Belgique, on a échoué en demi-finale contre l'Antwerp qui a remporté cette finale, donc c'était un peu plus dur. En plus, ça nous postpone le début des playoffs, mais ça nous a permis d'avoir un petit jour de congé. Un petit jour de congé, oui. Est-ce que tu as regardé la finale ou tu as vraiment coupé Non, j'ai coupé, j'ai plus regardé le premier match des playoffs, même si on joue l'Antwerp demain, mais j'ai plutôt regardé les playoffs. Et il était un peu nerveux, hein, ce match, tout début de la rencontre. C'est pas une surprise, du coup, que Genk s'est imposé. Non, même si Bruges a sorti un premier quart d'heure énorme. Mais on sent que quand les playoffs commencent, il y a quelque chose de différent autour du terrain. Il y a beaucoup plus de tension. On a vu que l'atmosphère était quand même chargée. Beaucoup de discussions autour de l'arbitre, etc. Donc on sent qu'on a bien commencé les playoffs. Les playoffs, Tom, c'est quelque chose que tu suis au niveau du football belge ? Oui, je suis un peu. Je suis surtout à l'Union, surtout quand Guillaume joue. Mais en général, non, je regarde pas beaucoup le foot. Pour être honnête, je suis un peu plus les joueurs belges, les Diables Rouges à l'étranger. D'ailleurs, vous deux, vous connaissez, hein ? Ouais. Comment est-ce que vous vous êtes connus ? Mais c'est grâce à nos femmes. Ma compagne était témoin de leur mariage. Et donc, voilà, c'est grâce à elle. Je confirme. Allez, très bien. Alors, au niveau de l'Union, le match, c'est demain. Enfin, c'est ce mercredi. Comment est-ce qu'on sent la rencontre L'excitation est au top, hein. On a hâte de commencer ces playoffs. Les deuxièmes d'affilée qu'on fait avec l'Union, on a envie de mieux les faire que l'année passée. Donc on est prêt, tout le monde est prêt, pas trop de blessés, tout le monde est au top de sa forme. Donc on a hâte d'être demain et les commencer. Et pour rappel, donc l'Union a terminé deuxième l'année dernière, donc c'est-à-dire que cette année, vous voulez être champion. Si on veut mieux faire, en effet, on va viser le titre. L'année passée, on a commencé premier, on a terminé deuxième. Ici, on commence deuxième, on va essayer d'inverser les choses et terminer premier. On l'a vu notamment en Europe que parfois jouer à domicile puis en déplacement et puis en déplacement puis à domicile, ça change carrément le jeu et que ça vous permettait du coup de gagner. Donc peut-être que ça marchera. Oui, on va se baser là-dessus. On commence à domicile, donc on va essayer de taper fort. Mais samedi, on va directement à Bruges, qui est peut-être une des ambiances les plus chaudes du championnat. Donc on a 2 matchs en 3 jours pour bien commencer cette petite série de 6 rencontres. On va essayer de gagner directement demain. Commencer à la maison, du coup, c'est bien, c'est bon, il y a toujours les supporters, c'est le 12e homme. Oui, on est bien à l'aise à la maison. Tous ceux qui sont déjà venus à l'Union, Tom peut le dire, on est sans stress quand on joue devant le public. Et donc on va essayer de commencer ces playoffs justement sans ce stress et jouer pour gagner. Et d'ailleurs, Tom, ce week-end au hockey, 2 matchs en 2 jours. Donc le rythme est freiné donc d'énormément de rencontres en peu de temps. Tu connais bien. Ouais, ok, ça arrive souvent. On a souvent des doubles week-ends, même pour la Coupe du Monde. Parfois, on joue 2 matchs en 2 jours, donc on est habitué à ça. C'est vrai que ce week-end, c'est le premier jour, il faisait un peu beau et que c'est vrai que c'était un peu dur dans les jambes ce matin, mais voilà, les demi-finales se jouent aussi en 2 matchs, en 2 jours. Du coup, c'était une bonne préparation en vue des playoffs qui commenceront la semaine prochaine. Et oui, vous avez aussi des playoffs. Votre ambition ? Nous, c'est le titre. On est premier du championnat avec 9 points d'avance, je pense, sur le deuxième. Mais bon, par rapport au foot, tout est reparti à 0, donc on sera juste dans une demi-finale classique.
Je n'ai pas encore gagné le championnat de Belgique, c'est le seul titre qui me manque, donc voilà, on va essayer de tout faire pour enfin le décrocher. Guillaume, qu'est-ce que tu penses de du fait qu'on divise les points en deux au play-off? Au hockey, on recommence tout à zéro. Au foot, non. On se plaint déjà dans le foot, à savoir que l'équipe qui a été la plus régulière n'est pas championne, comme on l'a été l'année passée. Mais eux, carrément, ils ont, tu l'as dit, 10 points d'avance et on va se remettre à zéro dans des demi-finales finales. Donc ils peuvent très bien sortir en demi alors qu'ils ont marché sur le championnat. Donc c'est encore pire chez eux, mais je pense que c'est plus dans la culture du hockey de faire ça. Comme vous venez de le dire, enchaîner 2 matchs, tu dis ça au foot, impossible. Quand on doit jouer tous les 3 jours, c'est déjà compliqué. Donc ça, je suis en admiration devant eux. Au niveau physique, je pense que c'est pas exactement le même sport, mais il y a quand même beaucoup de demandes qui se ressemblent fort. Mais c'est de nouveau une différence dans la culture. Et au niveau pour préparer donc deux matchs en 3 jours, 2 matchs en 2 jours, qu'est-ce que vous mettez en place? Est-ce que vous essayez de dormir plus? Qu'est-ce que vous mangez? C'est vrai que le repos est important toute l'année, mais non, je crois qu'on a vraiment une culture au hockey, c'est qu'on s'entraîne quasi tout le temps à fond, c'est qu'il n'y a vraiment pas de... Enfin, on essaie vraiment d'être prêt à chaque entraînement, à chaque match, tandis qu'au foot, parfois, ils ont plus des séances de récup où j'ai un peu plus des petits exercices. Nous, c'est toujours dans des contacts, dans des petits matchs, etc. Donc, on est habitué à avoir des semaines chargées, en fait. Alors, ce week-end, il y avait aussi le début des Europe Playoffs. Avec la victoire de l'Antwerp, en fait, les 4 premiers donc, des Champions Playoffs sont assurés d'avoir un ticket. C'est quand même une bonne nouvelle. Un ticket, du coup, pour l'Europe, c'est une bonne nouvelle, Guillaume. Elle est double, la bonne nouvelle. Ça veut dire que les 4 auront un ticket européen. Et en plus de ça, on est sûr de ne pas devoir jouer un match supplémentaire après le 4 juin. Donc ça y est, on peut réserver les vacances. C'est déjà une bonne chose. Mais ouais, on commence un peu plus libéré. Après... Bon, le ticket de 3 et 4e est quand même moins sexy, donc on va quand même tout faire pour aller chercher le plus beau ticket. Ça reste le ticket du champion, qui nous donnera simplement la place qu'on avait l'année passée, vu qu'on a perdu un peu de crédit au niveau européen. Mais ouais, on va vraiment aller essayer de chercher l'Europe la plus belle possible. Eh bien, justement, je propose de parler Europe. On a parlé Europe foot, Europe hockey, en hockey. Tom, qu'est-ce que c'est l'Euro Hockey League pour toutes les personnes fans du foot qui ne regardent absolument pas le hockey, donc le HL? C'est vraiment comparable à la Champions League, donc c'est les champions des clubs européens qui se rencontrent. Il y a moins d'équipes qu'au foot par contre. Donc voilà, c'est le niveau le plus haut auquel on peut jouer en club. Et comment on se qualifie? Alors, il y a plusieurs manières. Soit on est champion, là maintenant l'année prochaine on est au niveau de 3 tickets. Et soit on est premier de la phase classique comme on l'a été, donc on a déjà notre ticket pour l'année prochaine, et puis il y aura le champion et le 2e ou le 3e en fonction de si nous on termine premier ou pas. Au football, on le connaît très bien, donc il y a la Champions League, l'Europa League, et là vraiment l'ambition c'est la Ligue des champions pour l'Union Saint-Gilloise, quoi. Ce serait magnifique, on a pu y goûter en qualification cette année aux Rangers, qui était une expérience incroyable devant un stade de 50 000 avec une ambiance qu'on n'a jamais connue, je pense. Mais oui, on va essayer d'aller chercher le titre qui nous permettra un dernier tour qualificatif. Donc le titre n'est pas égal à la Ligue des Champions cette année, malheureusement, mais c'est vrai que ça fait rêver. On s'est très bien débrouillé en Europa League cette année, on va essayer d'aller chercher la Champions l'année prochaine. On parlait tu parlais des Rangers. Premier déplacement européen pour la plupart des joueurs, on va dire ça comme ça, de l'Union Saint-Gilloise. Qu'est-ce qui vous a impressionné quand vous êtes arrivé là-bas? Vous n'avez pas l'habitude de prendre des avions pour vous déplacer, de s'entraîner dans un stade avec des règles? Il y a eu beaucoup de nouveautés cette année pour pas mal de joueurs qui n'avaient pas encore connu la Coupe d'Europe. C'est prendre l'avion la veille du match pour pouvoir s'entraîner. On a droit à 1 heure exactement sur le terrain du stade, la veille du match au soir. Donc on arrivait l'après-midi, on s'entraînait, puis on allait à l'hôtel. Et le lendemain, c'était jour de match. Beaucoup d'avions, mais à chaque fois très bien organisés, avec beaucoup de facilité. Donc on ne va pas dire que c'est ça qui nous a coupé les jambes. Mais on avait créé l'exploit au match aller contre les Rangers, en les battant 2-0 à Louvain. Et arrivé là-bas, c'est vrai que ce stade de 50 000 personnes qui chantent vraiment la même chose, ça fait un bruit incroyable. Pas moyen de discuter sur le terrain. Et je pense que quelques joueurs ont été pris un peu par l'émotion. Et c'est vrai qu'on a reçu une belle gifle là-bas, 3-0. Mais bon, l'expérience reste magnifique. Derrière, on était sûr d'être en Europa League. Et quand on sait comment ça s'est passé, on n'a aucun regret. Est-ce qu'au hockey, les règles sont aussi strictes?
Une heure d'entraînement Non, il faut réserver les terrains bien avant. Là, c'est surtout en équipe nationale quand on voyage. Ouais, il faut réserver les terrains avant, mais on peut s'entraîner plus longtemps si le terrain est disponible. C'est pas 1 heure, ça peut être 2 heures. Mais le terrain ne se dégrade pas comme ça, ok. Ça fait partie aussi de... L'herbe est quand même plus dégradée. Je pense pas qu'en restant 2 heures sur le terrain, Non, le terrain, il bouge pas, donc ouais, on peut s'entraîner autant qu'on veut, en fait. Est-ce que pour vous, la présence de votre famille dans des matchs si importants, enfin, le championnat c'est évidemment très important, mais des matchs européens, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir dire j'ai participé à des matchs européens dans ma carrière. Est-ce que le soutien de votre famille c'est important pour vous? Est-ce que ça vous donne un coup de boost supplémentaire? Oui, bien entendu, moi, ma famille me suit vraiment quasi partout. Ils sont venus jusqu'au Brésil, ils sont venus à Londres pour les Jeux Olympiques. Là, en Inde, ils ne sont pas venus pour la Coupe du Monde, mais ils essaient d'être là tout le temps. Tous les dimanches, ils sont au bord du terrain. Et voilà, maintenant, il y a mon fils aussi qui commence à venir regarder. Voilà, c'est très chouette. J'ai fait mes premiers échanges de passes avec lui après le match dimanche, donc c'est très gai. Ouais. Guillaume? J'espère qu'on pourra aller à Paris, les voir, et que j'aurai mon petit et Harrison avec. Ce serait magnifique qu'ils soient... les hommes, je pense qu'il n'y a pas trop de danger, ils seront au JO. Les filles doivent encore se qualifier. Mais si Ashline peut aller à Paris et qu'on soit là au bord du terrain avec les 2 petits, ce serait juste magnifique. Et au football, est-ce qu'ils se déplacent? Oui, c'est plus compliqué avec un petit gamin de 2 ans d'aller dans les stades de foot. Il en a déjà fait quelques-uns. Il ne faut pas que ce soit trop tard, il faut que la météo soit correcte. Mais au hockey, il va beaucoup plus voir sa maman parce que souvent les matchs sont à midi, donc c'est en plein milieu de la journée. Et puis ok, on peut les laisser bouger en tribune, on peut sortir de la tribune, il n'y a pas trop de stress. Au foot, c'est un peu plus compliqué. Mais il est déjà venu 2-3 fois et il va encore revenir de nombreuses fois, j'espère. Et le petit, c'est quoi? Plutôt hockeyeur, plutôt futur hockeyeur ou plutôt futur footballeur? Je pense que pour l'instant, le stick est quand même plus excitant à son âge, avoir quelque chose en main, pouvoir taper dans la balle. Le foot, c'est juste avec les pieds. Mais je vais le laisser grandir, il va faire ses petites expériences et puis on verra si on peut... On va mettre au foot. Exactement. Alors, quel est votre... Tom, on va un peu parler de ta carrière dans un instant. Tu as fait beaucoup de choses, Coupe du Monde, Jeux Olympiques. Est-ce que tu as encore un rêve? Parce que l'Europe, ça fait rêver, mais je me demande si tu as encore un rêve, sachant que tu as déjà fait beaucoup de choses. C'est de gagner le championnat de Belgique, tout simplement. Comme je disais précédemment, c'est que c'est le seul titre qui me manque. J'ai gagné tout ce qu'il y avait gagné avec l'équipe nationale, avec le club. J'ai aussi le stick d'or, c'est vraiment la dernière chose qui me manque. Donc voilà, j'ai encore quelques années où je peux essayer de gagner ce titre, mais on va essayer de l'avoir cette année. Ouais. Le hockey, une carrière d'hockeyeur professionnel, c'est jusqu'à quel âge? Ça dépend un peu des gens, mais si la santé va bien. Moi, j'ai re-signé un contrat jusqu'à 2027, là, donc j'aurai 37 ans. Voilà, on va voir si j'arrive à tenir jusqu'à là. Ouais. Ça, c'est mon rêve, ça, pouvoir re-signer jusqu'à 37. Incroyable. Ok, parfait. On va parler du coup transfert. Voilà, vous venez de le dire, vous avez tous les deux prolongé... tu viens de le dire, Tom, tu as prolongé jusqu'en 2027. Guillaume, encore 1 an aussi à l'Union. Ça a été annoncé en mai. Pourquoi cette différence hockey, football 2027 et puis juste 2024 du coup? Je sais pas, je crois que dans le foot aussi ça se fait d'avoir des contrats plus longs. Moi j'ai vraiment insisté pour avoir un contrat plus long, étant donné que je prends un peu d'âge et on sait pas très bien comment ça va se terminer. Donc je voulais vraiment encore avoir cette opportunité de jouer dans le club que j'aime actuellement. Et voilà, ça s'est bien mis, donc je suis très heureux de ce choix. Oui. Ouais, je pense qu'une fois qu'on a passé 30 ans, si on peut se permettre de signer jusqu'à 37, c'est que c'est quelqu'un qui est vraiment très important dans son équipe. Les stats parlent pour lui. Je pense que dans le foot, signer un si long contrat après 30 ans, c'est très rare. Anto Maurice, notre gardien, a un contrat longue durée. Je pense qu'il le pousse jusqu'à ses 37 ans aussi. Un gardien, c'est peut-être encore un peu différent. Mais ouais, une fois qu'on a dépassé la trentaine dans le foot, c'est rare qu'on puisse signer plus de 2 ans. Mais comme Tom le dit, c'est un peu le corps qui dirige. La tête doit suivre aussi, mais on est beaucoup de passionnés. Donc tant que le corps suit, souvent, on a envie de jouer le plus longtemps possible. Et comment vous choisissez votre club ? Ok, c'est vraiment un choix personnel. Moi, j'ai joué dans 3 clubs. J'ai joué au Racing pendant presque 10 ans. Et puis je suis parti à l'étranger aussi pendant 2 ans. Et voilà, j'essaie de rester le plus fidèle possible au club et de jouer de longues années. Là maintenant, Léo, j'aurai 7-8 ans dans ce club-là. Donc je trouve ça important de pouvoir rester dans le même club. Ouais. Ouais, là, il y a une petite différence avec le foot. Il y a quand même une partie un peu plus business dans les transferts. On rêve tous de jouer pour son club de cœur. Souvent, on commence dans son club de cœur.
Mais la différence peut-être, c'est la valeur marchande des joueurs. Je ne sais pas, Tom, si on a déjà acheté des joueurs dans le hockey, d'un club à un autre. Non, ok, ça se fait pas. Donc c'est vraiment le joueur qui décide. Parfois, il y a des rachats de contrats ou des choses comme ça, mais qui sont vraiment très basiques, comme dans le business ou autre. Ouais, au foot, il faut que le joueur soit d'accord de partir, qu'il ait un accord avec le club acheteur, et puis il y a les négociations de contrat. Donc tout le monde ne joue pas dans son club de cœur. Il y a quand même ce côté un peu boulot en fait. Mais pour ma part, j'ai toujours joué dans des clubs qui m'attiraient beaucoup, pour lesquels j'ai toujours pris beaucoup de plaisir. Donc je suis pas trop dans ce foot business. Virton, c'est ton club de cœur? Virton, c'est le seul club professionnel dans ma région. J'ai joué là en étant jeune. J'ai été formé là à mes 15 et 16 ans, avant d'aller plus haut à Moucron pour avoir du football professionnel. Mais donc, ouais, on a eu une chouette expérience avec Anthony Maurice, un ami d'enfance, où on s'était toujours dit pendant la carrière que si on avait une opportunité de jouer ensemble dans un club, on avait envie de le faire. Et puis Virton, il y a quelques années, a eu un beau projet mis en place. Et lui était en fin de contrat à Malines. Moi, il me restait un an au Berscott. Et puis, on a raté la montée de peu. Et j'avais envie aussi de changer de challenge. Et puis, Virton est arrivé avec ce beau projet. Rentrer, entre guillemets, à la maison, parce que c'est pas non plus la porte à côté, mais c'est dans la province de Luxembourg. On a vraiment pris beaucoup de plaisir. Et puis, le Covid est arrivé et d'autres petits soucis. Mais je pense qu'on ne regrette pas ni lui ni moi. Et en plus, on a continué l'aventure en arrivant à l'Union Saint-Gilloise ensemble. Donc, ouais, c'était que du plaisir. D'ailleurs, certains journalistes, ils t'appellent le sanglier des Ardennes. Ça te fait quoi, ça? Est-ce que vous avez déjà vu un sanglier ou pas? Oui, j'en ai déjà vu. Hein. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir ce surnom? C'est tout simplement l'emblème de la province, une ardeur d'avance. Je l'ai d'ailleurs sur mon protège tibia imprimé. Ouais, on dit souvent le sanglier des Ardennes. Moi, ça me fait rire. Notamment, il y a eu une petite blague de notre attaché de presse quand on est allé jouer à l'Union Berlin en huitième de finale, où ils avaient mis toute l'équipe dans le carnet en allemand, et à côté de mon nom, ils avaient mis le sanglier des Ardennes. Donc je me demandais un peu d'où ça venait, mais j'ai trouvé le coupable. Mais non, j'aime bien, je trouve ça un chouette clin d'œil. Alors, je me demandais aussi comment ça se passe, foot, hockey, pour des transferts. Est-ce que vous avez des agents? Comment est-ce que vous décidez de changer de club? Moi, pour les transferts sportivement, j'ai toujours décidé seul, forcément en discutant un peu avec la famille, etc. Mais c'est vraiment tout ce qui est sportif, je le décide seul, c'est moi qui vais aux négociations, etc. Et par contre, j'ai un agent pour tout ce qui est marketing et contrat de sponsoring. Au foot, c'est plus compliqué d'essayer de le faire seul. On peut le faire si on est bien entouré. Il y a une petite mode qui s'installe où on préfère peut-être maintenant avoir des avocats, etc., qui contrôlent tout le côté administratif. Mais de base, avoir un agent dans le football, c'est quand même important d'avoir, pour la visibilité, pour rechercher des clubs, quelqu'un qui a un contact. C'est très rare qu'un club aille directement chez un joueur. Il va toujours voir s'il a un agent et l'appeler. Alors, l'agent dans le foot fait aussi un rôle de commercial pour trouver des sponsors aux joueurs. Mais tout ce qui est négociation de contrat et tout, c'est très rare qu'un joueur négocie lui-même. Il y a toujours ce représentant, l'agent, qui est quelque part dans le deal. Mais comment on le trouve? Est-ce que les agents viennent vers vous? C'est exactement ça, et c'est de plus en plus le cas. On va chercher les joueurs très très jeunes. Il y a beaucoup d'agents qui ont une cellule de scouting. Ils vont voir beaucoup de matchs de jeunes. Et dès qu'ils voient une pépite qui se disent peut-être celui-là il a le talent de réussir une belle carrière, ils vont essayer de le mettre sous contrat assez rapidement. Une sorte d'accord avec l'agent qui permet à l'agent de représenter les intérêts du joueur. Et je pense que l'âge légal, c'est 16 ans pour signer des contrats. Mais ils vont parfois chercher beaucoup plus jeunes. Et ils s'arrangent avec les parents alors? Exactement. Je ne connais pas exactement au niveau règles ce qui est possible de faire, mais c'est souvent le cas. Il y a souvent des très jeunes joueurs qui sont déjà représentés parce qu'on sent qu'il y a un potentiel, un talent. Moi, je trouve ça un peu moche parce que je comprends que les agents aient besoin d'aller loin parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Ils ont envie d'avoir la bonne pépite aussi dans leur écurie. Mais il y a ce côté un peu où le gamin risque de se prendre un peu la tête trop vite. On ne sait pas comment il va grandir, on ne sait pas comment on va évoluer. Je pense dans le hockey, c'est pareil. On connaît tous des pépites qui, à 12-15 ans, c'était les meilleurs et qu'au final, ils n'ont même pas fait une carrière parce que justement, il y a eu trop de bruit autour d'eux. Ils ont perdu la tête ou physiquement, ça n'a pas été. Donc moi, j'aime bien ce côté un peu encore où on laisse la passion se faire et voir vers 16-17 ans s'il y a vraiment un potentiel. Mais dans la réalité des choses, c'est plus comme ça que ça se passe dans le foot. À quel âge tu as eu ton premier agent? Donc moi, j'ai signé pro à 18 ans à Moucron.
Et je l'ai fait sans agent. C'était un club très familial. Le directeur général est venu à la maison discuter avec mes parents. Je me souviens, j'étais à l'Euro 2017, donc j'étais pas à la maison. Et donc Moucron voulait me mettre sous contrat. Et ils sont venus discuter avec mes parents en Ardennes pour mettre tout ça au clair. Le but, c'est pas du tout de faire de l'argent, c'était vraiment d'avoir un contrat, de signer pro et de tenter ma chance. Et par contre, 1 an et demi après, Moucron est tombé en faillite. Et là, j'ai dû retrouver un autre club. Et là, je suis rentré dans le circuit des agents. Il y en a plusieurs qui sont venus vers moi. Et j'ai choisi au feeling un qui me sentait être correct. Au feeling? Ouais, au feeling, après les discussions. Et de nouveau, j'ai retrouvé un club assez rapidement. Donc ça s'est bien mis. Et ouais. Mais je pense être un des seuls à 18 ans à ne pas avoir encore d'agent à ce moment-là. Aujourd'hui, dans le football, très très jeunes, ils ont des agents donc. Ouais. Je pense que dès qu'on a un peu de potentiel, si on est en équipe nationale U15, U16, U17, je pense que ça passe d'office, d'abord par les parents, mais aussi avec un agent qui est là pour représenter. Et dans le hockey, est-ce qu'il y a des agents? Oui, il y en a, mais vraiment essentiellement pour le marketing et les sponsors, il y en a très peu qui utilisent leurs agents pour négocier des contrats ou pour changer de club. Tout se fait encore de manière moins professionnelle, je vais dire. Et pour, par exemple, des Argentins qui viennent en Belgique, comment ils font? Enfin, c'est le club qui contacte les joueurs ou il n'y a pas d'agent du tout? Non, c'est les clubs qui contactent les joueurs. Parfois, t'as des Argentins ou autres qui se proposent, où on sait qu'ils veulent venir en Belgique, etc. Donc, à partir de ce moment-là, ils font leur choix et les clubs essayent de trouver un deal avec eux. Et c'est souvent sans agent, ouais. Et tu disais marketing, là du coup tu as un agent, c'est pour tout ce qui est création publicitaire, partenariat. Ouais. À quel niveau, comment ça se passe pour un hockeyeur? Mais là aussi, parfois, tu as des marques qui me contactent pour que je les représente, ou parfois c'est mon agent, etc., qui trouve des sponsors. Et voilà, c'est des petits deals commerciaux en échange de présence à certains événements ou de publicité sur les réseaux sociaux. Tu dois en faire... Est-ce que tu as un quota par mois? Non. De partenaires, je sais pas. Non, je sais qu'ils rigolent parce que je suis pas très... j'aime pas trop tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Donc maintenant, j'ai trouvé des deals avec mes sponsors qui font le contenu, etc. Parce que je suis pas assez... j'ai l'impression que c'est une génération avant moi ils sont trop forts à faire du contenu et trucs. Moi, je suis un peu nul là-dedans. Donc, non, c'est aussi beaucoup de présence sur les événements où je parle, ou peu importe, c'est un peu ça les deals qu'on trouve. Et dans le football, tout ce qui est marketing, partenaire, comment ça se passe? Le club contrôle quand même beaucoup l'image des joueurs. Quand on signe un contrat dans un club, il y a souvent des clauses au niveau de l'image. Il y a un peu de bruit qui se fait, notamment avec Mbappé, où lui a envie de contrôler toute son image et ça pourrait faire jurisprudence. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, dans la réalité, c'est beaucoup le club qui maîtrise beaucoup. Et le club a déjà tellement de partenaires qu'ils doivent envoyer des joueurs à ce genre d'événements, des soirées de gala, peut-être parfois des choses sur les réseaux sociaux. Mais il y a un peu moins, je pense, ce côté sponsor individuel, notamment pour ce qui est voiture, marque de vêtements, etc. On est quand même fort liés au club. Vous avez tous les mêmes chaussures? Non. On va changer d'équipementier l'année prochaine, donc peut-être qu'on aura des facilités. Mais pour l'instant, c'est quand même libre. Je pense qu'il n'y a aucun club qui oblige les joueurs à choisir une marque de... Pour les chaussures, les grands joueurs ont quand même chacun leur contrat individuel. Enfin, ça peut être... Tu peux jouer en Adidas, par exemple, pour ne pas les citer, et avoir un contrat sponsorisé Nike. Tu dois rester en Adidas quand tu as un match, mais si tu as un contrat extérieur avec Nike, tu peux jouer en Nike aux chaussures. Que ce soit Puma, je sais pas combien il faut en citer pour être bon, mais ouais, donc c'est moins individualisé, je pense. Et on te contacte souvent pour des partenariats, pour du sponsoring? Non, je pense pas que je sois en tête d'affiche dans les joueurs qui ont beaucoup de visibilité, mais dans le vestiaire, on en a quelques-uns qui reçoivent quand même pas mal de choses, qui ont des contrats avec des marques. Notamment Koki Mashida, notre japonais, qui reçoit des caisses, mais à n'en plus finir. Dès qu'il y a une nouvelle couleur qui sort dans son modèle, il reçoit la même x10. Donc je pense qu'il c'est aussi un joueur de l'équipe nationale, même s'il n'a pas été repris la dernière fois. Je pense qu'il pèse beaucoup dans son pays et que justement, lui par exemple, doit avoir un contrat assez puissant avec cette marque. On a Lolo Lapoussin qui est en train de, je pense, négocier avec une marque ici, Decathlon,
Kipsta, leur branche football. Sinon, on a pas mal de joueurs qui reçoivent des chaussures, soit via leurs agents, via les marques, mais ça se limite à des chaussures. Il n'y a pas de contrat avec les habits ou de l'argent, etc. Et vous êtes ravis d'avoir un partenaire avec Nike l'année prochaine? Bah oui, Nike, ça fait quand même rêver quand on est dans le foot, quand on voit les grands clubs qui le portent. Ici, on avait une chouette année avec une marque créée spécialement pour les 125 ans du club, donc c'était très chouette également, mais on a quand même hâte de passer à Nike et voir quels seront les nouveaux maillots. On est un peu comme des gosses en fait, hein. On a beau avoir passé la trentaine, chaque saison il y a un nouveau maillot, on a envie de le découvrir, voir comment il est assorti. Ça reste un côté de la passion en fait. Et le maillot de tes rêves, c'est quoi? Celui que tu aimerais vraiment porter, Moi j'étais très très fan du FC Barcelone. Je me souviens un vintage avec un col et le maillot était découpé en 4 je pense. C'était un de mes premiers maillots que j'avais acheté tout jeune. Donc celui-là je l'ai vraiment longtemps gardé en espérant jouer avec un beau maillot comme ça. Mais avec l'Union je pense on est chouette, je trouve qu'on est beau en jaune et bleu. Et Tom, ça te va très bien aussi quand tu mets le maillot. J'attends toujours ton maillot. La petite pique. Tu vas l'avoir. J'ai déjà négocié là. Mais ouais, voilà. Vous, c'est rouge et blanc. Rouge et blanc. Rouge et blanc, ouais. C'est... Maillot. T'aimes bien? Ouais, j'aime bien. Ils jouent en rouge et blanc depuis que le club est créé. Ça n'a jamais vraiment changé. Donc c'est aussi un peu la marque du club. Quand on voit au loin, on sait que c'est le Léo. Et voilà, je trouve ça très chouette. Ouais. Et les sponsors changent de temps en temps ou c'est toujours les mêmes? Comment ça se passe pour l'équipe ou personnellement? Pour le Léo. Pour le Léo, ils ont des contrats. Depuis que je suis là, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Il y a une marque qui est arrivée en plus. Et voilà, je crois qu'ils essaient d'avoir des contrats, des longs deals aussi pour ne pas devoir changer chaque année. Je crois que dans le hockey, c'est ça aussi qui fonctionne. C'est avoir des partenariats, des win-win qui durent plusieurs années et pas devoir changer chaque année pour que ce soit compliqué. Ouais. On va un peu revenir sur le sujet des transferts. Moi, je me posais quelques questions. Maintenant, vous avez tous les deux signé, mais quand vous n'avez pas encore signé, que vous êtes dans une phase d'hésitation, les journalistes, vous êtes tous les deux amenés à répondre souvent à des questions de journalistes. En fin de saison, ils posent toujours la question qu'est-ce que vous allez faire la saison prochaine? Mais vous êtes parfois dans un moment décisif de votre saison où vous pouvez pas... vous devez vous concentrer les playoffs, un titre. Qu'est-ce que vous vous dites quand les journalistes vous posent cette question? Mais moi, ça m'est jamais vraiment arrivé parce que quand j'ai changé de club pour aller à Bloemendal, ça s'est fait très tôt. Donc j'avais prévenu en janvier que l'année d'après, j'allais jouer dans un autre pays. Donc ça rend la chose aussi plus facile. Et quand je suis parti au Léo, ça s'est décidé très tard. C'est décidé après la saison. Donc moi, j'ai jamais vraiment eu le cas. J'ai toujours essayé d'être le plus clair possible et le plus tôt possible aussi. Le football, par contre, c'est hyper récurrent. Hein. Ouais, surtout quand on arrive en fin de saison, qu'il y a beaucoup de choses qui sont en jeu, notamment là, le début des playoffs. Comme par hasard, la semaine avant, on voit que plein de joueurs sont courtisés, des coachs, ça discute à gauche, à droite. Je pense qu'on pousse un peu trop loin. On pourrait dire même que certains clubs font exprès d'essayer de lancer des bruits pour déstabiliser les adversaires. C'est là-dessus qu'on a joué vraiment cette année avec l'Union, c'est de se dire que on va faire les playoffs en vase clos, on reste entre nous, on laisse discuter les choses à l'extérieur, on fait nos matchs et puis on fera le compte à la fin. Mais souvent, il y a beaucoup de ces questions qui reviennent. T'as des joueurs qui ont déjà des accords de principe qui ne peuvent rien dire. Et puis t'as des joueurs qui, par exemple, sont en fin de contrat, ils n'ont pas encore reprolongé, ils sont en négociation. Donc la situation est tout aussi tendue parce que l'avenir est incertain. Mais quoi qu'il arrive, les questions sont chaque année, elles sont posées. Et chaque année, elles reçoivent des réponses bateau du politiquement correct parce qu'on n'a pas le droit de le dire si quelque chose est signé, sauf si c'est une prolongation dans le même club, ça c'est facile. Le club communique également, mais la plupart du temps, les questions restent sans réponse. Quand c'est vous, mais aussi quand, par exemple, on demande en interview est-ce que Boniface va rester, est-ce que Lazare va rester, c'est vraiment des questions hyper récurrentes. Quand ça ne te concerne pas, tu restes aussi dans le flou. C'est ça qui est marrant, parce que si le joueur même n'a pas répondu à la question, on va demander à un coéquipier. Il va pas balancer une info s'il l'a, ça me semble un peu ridicule, mais bon, on comprend les journalistes qui ont peut-être la pression d'avoir des infos en premier et qui poussent pour les avoir, mais non, en réalité, il n'y a jamais personne qui lâche des infos qui ne devrait pas. Je pense que ça reste très, très cadenassé. Alors, au niveau de votre choix de club, est-ce que vous êtes tous les deux papas, est-ce que la proximité, donc rester à, on va dire, une 30aine de kilomètres de son domicile pour sa famille, c'est important ? Oui, moi j'ai toujours joué
proche de chez moi, que ce soit au Racing ou maintenant à Léo. Et quand je jouais aux Pays-Bas, j'habitais sur place. Donc ouais, je me vois mal faire encore des trajets en plus pour aller jouer dans mon club. On en fait déjà assez avec l'équipe nationale vu qu'on s'entraîne à Anvers. Donc je vais quasi tous les jours à Anvers déjà. Et je me verrais mal rouler encore plus. Je crois que le repos, comme on dit précédemment aussi, est important. Et faire beaucoup de voitures, etc., c'est pas très bon pour le corps. Donc, et puis voilà, on voit maintenant avec mon fils, de pouvoir aller chercher à la crèche, aller le mettre au lit, puis aller s'entraîner, ou aller le déposer, puis s'entraîner, ça change aussi toute la vie. Et on le voit beaucoup plus, du coup. Enfin, je le vois beaucoup plus, donc ouais, c'est super chouette. 100% d'accord avec Tom. La proximité, c'est quand même une qualité de vie incroyable. Comme tu le dis, quand on a la chance de pouvoir lever son enfant le matin, parfois le déposer à la crèche ou le soir avoir un peu de temps avec, c'est quand même super. Moi, j'aurais du mal à repartir maintenant loin ou même aller trop loin en voiture, parce que je l'ai fait notamment lorsque je suis retourné à Virton 2 ans. Mais l'avantage, c'est que nous, quand on part, par exemple pour la Coupe d'Europe cette année, c'était juste 2-3 jours de temps en temps. Parfois 2 qui deviennent 3 quand l'avion ne veut plus décoller et que l'heure est passée. Mais par contre, Tom a déjà connu, je pense avec Harrison, le fait de partir longtemps quand il y a des Coupes d'Europe. Ouais, cette année, on est beaucoup partis. Je suis parti presque 2 semaines en Argentine en octobre, 3 semaines en Espagne en décembre et 1 mois en Inde en janvier. Donc ouais, c'est des très longues périodes et surtout voilà, c'est mon premier enfant, donc c'est difficile de partir si longtemps. Et voilà, je partirai encore un petit peu, mais c'est sûr que c'est important d'essayer d'être là le plus souvent possible. Ouais. Moi, c'est mon épouse qui le fait plus. Ouais. Et c'est vrai que c'était clair dans l'organisation. Elle avait stoppé 1 an pour qu'on fasse un petit, et puis elle allait reprendre. Mais quand le moment est arrivé, qu'après quelques semaines de vie, elle doit déjà partir quelques jours, c'est pas toujours évident. Mais bon, elle était préparée, elle fait ça très bien, mais quand la maman est parfois 2-3 semaines loin de son petit, c'est compliqué. Mais en même temps, je pense qu'avec les technologies qu'on a, même si à cet âge-là, ils sont pas très réceptifs au FaceTime, mais on était préparés pour et on vit avec. On va un peu peut-être rappeler qui c'est votre épouse. Avec plaisir. Votre épouse, à nos followers, on va dire ça comme ça. C'est une joueuse internationale aussi de hockey. Oui, gardienne même. Dog, pour ceux qui ne la connaissent pas, gardienne, qui est depuis très longtemps dans l'équipe nationale féminine, qui a déjà gagné le titre de champion de Belgique. C'est la seule chose que tu n'as pas. Tu as beaucoup de choses qu'elle n'a pas encore, mais ouais, on dit souvent de manière très brute que l'équipe nationale filles suit avec quelques années de retard l'évolution des mecs. Je ne sais pas ce que Tom en pense. Ouais, vous êtes inspirant alors du coup pour les filles. On espère, c'est notre plus grande victoire. Si les gens pensent ça, si on arrive à aider d'autres équipes à essayer de faire de même, tant mieux. Je crois que voilà, l'équipe féminine a une belle carte à jouer. Elles n'ont pas encore réussi à réellement franchir le pas pour décrocher des médailles, mais elles sont en tout cas pas loin. Et je crois que je leur souhaite de se qualifier déjà pour les JO l'année prochaine, parce qu'elles ont raté de peu les Jeux de Tokyo. Donc ouais, elles sont pas loin. Il faut faire se donner des petits steps pour y arriver. Et c'est pas le plus facile, mais elles en sont certainement capables. Ouais. Donc 2 sportifs de haut niveau dans la famille, pas facile de gérer donc, un baby, quoi. Ouais, il y a des côtés négatifs et des côtés positifs. Je pense qu'avoir 2 sportifs de haut niveau, on se comprend dans beaucoup de choses, dans ce qu'on vit, etc. Après, il y a le côté plus compliqué dans l'organisation. Nos saisons ne se finissent pas au même moment et ne reprennent pas au même moment, donc tout ce qui est vacances, congés, tout ça, c'est plus compliqué. Mais heureusement, on est bien entouré. La famille est là pour nous aider. Le petit va facilement à gauche, à droite. Il a pris l'habitude dès son plus jeune âge, donc ça se met bien pour l'instant. Mais c'est clair que l'entourage joue un rôle important aussi. Il se rend compte déjà il a 2 ans, c'est ça? 2 ans et 3 mois. 2 ans et 3 mois. Il se rend compte de qui vous êtes, Aisling et toi? C'est un peu prétentieux, mais oui, il se rend compte dans le sens où s'il vient au stade, mais il reconnaît papa ou maman. S'il regarde le match à la télé, il commence à réagir quand il me voit, quand je suis sur le terrain. Je le sors avant que tu le fasses. Et sinon, ok, c'est plus simple parce que maman peut venir facilement au bord du terrain. Après le match, je le mets sur le terrain, il court vers maman quand il n'est pas trop timide. Mais donc, oui, je pense que tout doucement, il commence à reconnaître, même si avec le casque, il a un peu peur parfois au début, mais dès qu'elle retire son casque, c'est le premier à lui sauter dans les bras. Trop chouette. Je vous propose maintenant de faire un petit focus sur nos 2 invités et leur parcours.
On va commencer par Tom. Donc on a un peu abordé plein de choses. On sait que tu as participé à la Coupe du Monde, aux Jeux Olympiques, etc. Mais on va peut-être rentrer plus en détail sur le parcours. Comment tu as commencé le hockey ? J'ai commencé grâce à ma famille. Toute ma famille, côté maternel, jouait au hockey. Il y en a encore certains qui jouent. Donc depuis tout petit, je suivais ma maman qui jouait encore au bord de terrain. Puis mon oncle, mon papa coachait. Mes grandes sœurs y jouaient. Mais donc j'étais en fait tous les week-ends sur un bord de terrain. Donc c'est comme ça tout naturellement que j'ai commencé à jouer. Ouais. Un club de cœur, du coup ? J'ai commencé au White Star, c'est vraiment le club familial, tout le monde jouait là-bas. Et puis à 11 ans, j'ai demandé à mes parents si je pouvais de changer de club parce que je sentais que j'avais besoin de voir autre chose pour continuer à progresser. Donc j'ai été jouer à UCLA Sport et puis en équipe première, je suis parti vers le Racing. Ouais. Alors, donc baigné dedans dès son plus jeune âge, jamais eu envie de faire du football ou un autre sport ? J'ai fait un tout petit peu de foot, parce que mon papa, à ce moment-là, était entraîneur de foot, donc je le suivais aussi parfois. Certains week-ends, il était au KV Mechelen et puis à Anderlecht, donc je passais un peu de temps à bord de terrain, mais non, j'étais vraiment mordu par le hockey et je me voyais mal faire les deux aussi, donc j'ai joué, je crois, 6 mois au foot et puis je suis retourné au hockey. Il est doué, si je peux me permettre. Il est venu une fois à la maison dire bonjour. On jouait à faire des pichenettes, on devait viser un petit panier de basket. Et il a été bien meilleur que moi. Et toi, Guillaume, comment est-ce que tu as commencé le football, à toucher le ballon donc, La classique, dans mon village, avec les copains. Je suis resté dans des équipes de village jusqu'à mes 15 ans. J'ai été un peu à gauche, à droite dans les villages avoisinants parce qu'il y avait des espèces de championnats provinciaux ou régionaux, donc on a quand même essayé d'aller chaque fois le plus haut possible. Le RS Champion, c'est là que Champlon. Champlon. Voilà, c'est là que tu as commencé du coup. Oui, ça c'est clairement... Ton premier club ou Oui, tout à fait. C'est le village où j'ai grandi. Champlon, où j'ai vu pas mal de connaissances qui jouaient, où j'ai joué avec mon grand frère notamment, et tous les copains du village. Après, vers 14-15 ans, j'ai quand même voulu tenter ma chance plus haut. Et là, je suis allé à Virton. J'ai eu la chance d'avoir un coach qui pouvait me prendre avec. Parce que mes parents, c'était un peu plus compliqué de pouvoir me conduire autant aux entraînements. Et puis s'en est suivi Moucron, du coup. Moucron, là où j'ai terminé ma scolarité et j'ai signé pro. Et puis, on va voir si tu as des bonnes notes, dis-moi. Après, tu bises ? Non, pas du tout. Il n'y a pas eu ? Non. Non. J'étais au Berscott après. Au Berscott, oui, c'est ça. Au Berscott. Et c'est face à Tubize que tu as marqué un goal. C'est pas ça ? Oui, mon premier. C'est ça, hein ? Oui, exactement. Ouais, j'avais Tubize en tête, mais... Ouais. J'en ai pas autant que Tom, donc je me souviens de presque tous mes buts, du coup. Oui, parce qu'il faut rappeler, Tom, c'est 51 buts cette saison. Oui. C'est historique pour toi. Enfin, c'est historique. Ouais. C'est incroyable. Et tu es à combien de goals, toi ? Combien de buts ? Sur ma carrière ? Sur ta carrière, on va dire ça. La moitié de Tom, je pense, sur cette saison. Ouais, non, moi j'ai beaucoup marqué quand j'étais jeune, un peu trop à mon avis. J'ai rien gardé pour après. Mais non, je suis vite passé sur le flanc droit, puis après défenseur. Donc je suis plus si offensif que je ne l'étais au début. Mais non, je suis clairement pas une machine à scorer comme notre invité. Mais tu amènes quand même certaines choses sur le terrain, la maturité. Donc, Merci. Mais non, mais c'est vrai. Non, mais oui. On a des jeunes de 16 ans, 18 ans peut-être, 20 ans même, et puis toi, tu montes sur le terrain. Pourquoi ? Enfin, à ton avis ? Pour moi, c'est pour... d'un point de vue extérieur, c'est pour amener de la maturité. Enfin, tu amènes quelque chose au noyau quand même. Donc, ici cette saison, Karel me connaît très bien. J'ai joué avec lui à Charleroi. Et il a déjà fait appel à moi même pour jouer dans un poste qui n'est pas le mien. Parfois dans des matchs plus compliqués où on mène au score et où il faut justement calmer. Tu vas lancer un jeune de 18 ans, il va être tout fou dès son premier ballon, il va faire peut-être un peu des dingueries. Tandis que si tu mets un vieux trentenaire devant, il sait qu'il faut plutôt garder le ballon et calmer le jeu. Donc il peut m'utiliser comme ça. Là, c'est un peu plus à l'expérience, on va dire. Mais sinon, je trouve qu'on a un beau mix. Je sais pas comment ça se passe dans le hockey, dans le vestiaire, mais on a cette nouvelle génération qui est différente de quand nous, on avait 18 ans. Ça, c'est clair. Mais à l'Union, on a un bon mix, en tout cas, on s'entend bien. Ok, comment ça se passe ? Ouais, nous aussi, t'en as qui sont plus leaders que d'autres, mais voilà, c'est très, très calme, très posé. Il y a beaucoup de joueurs qui prennent la parole et voilà, c'est toujours très intéressant d'écouter aussi le point de vue à chaud ou à froid de certains autres joueurs pour progresser ou pour simplement mieux faire. Donc, il y en a beaucoup qui font ça bien.
Je vais embrayer avec une question. Tu disais que tu avais joué avec Karel Gerhardt, ton coach actuel. Comment ça se passait avec lui sur le terrain? Très bien, très bien. À l'époque, c'était à Charleroi. C'était la suite, hein, parce qu'on s'est arrêté au Berscott dans ton parcours. Tout donc, à fait. On va peut-être continuer. Tout à donc, fait, Charleroi ensuite. En gros, j'étais là déjà depuis 1 an ou 2. Et je me souviens que Mehdi Bayat de Charleroi voulait trouver un bon joueur néerlandophone pour avoir un peu ce côté un peu plus communicatif avec les arbitres et pour être un peu plus belge que wallon, j'ai envie de dire. Et il avait fait une très bonne pioche parce que Karel, il a quand même une carrière énorme en Belgique, beaucoup d'expérience. Et donc, moi, je ne le connaissais pas personnellement. Il a cette image un peu, forcément, un peu plus distante, sérieuse, on va dire. Mais dans un vestiaire, c'était un joueur qui savait s'amuser, qui savait rigoler. Et il s'est vraiment fondu dans cette ambiance qu'on avait à Charleroi qui était quand même très très bonne et donc j'ai appris à le connaître et ouais, on le voit là en tant que coach à l'Union, quelqu'un de très droit, très peu d'émotions qui sortent, mais en tant que joueur c'était différent. Je peux dire que ouais, il savait s'amuser, il savait se lâcher. Un souvenir particulier avec Karel à Charleroi? Quelque chose qui t'a marqué à un match? Ouais, je pense que c'était l'année où Charleroi n'avait jamais fait un si beau résultat. On n'a jamais fait un si beau résultat. Non, mais genre, ouais, j'étais dedans forcément. Mais on était le dernier match avant Noël et on va gagner, je pense, 3-2 ou 4-2 à Zulte-Waregem. Et il avait fait un match de dingue, il avait marqué un but, mais c'est pas quelqu'un qui a marqué beaucoup dans sa carrière. Donc on avait rigolé parce que je sais plus quelle célébration il avait faite, mais on sentait que c'était pas naturel. Il n'avait pas l'habitude, quoi. Ouais. Bah, ça tombe, il en a mis plus que moi dans ma carrière, mais ouais, je me souviens qu'on avait rigolé un peu avec ça. Vous en parlez encore aujourd'hui de vos moments? Ouais, ça nous arrive de se remémorer quelques souvenirs qu'on avait. Plus l'année passée quand il était T2, parce que T2, la relation est différente. Là, il a dû se métamorphoser un petit peu en T1. Mais ouais, ça nous arrive de reparler du passé, des connaissances communes, etc. Des exemples de souvenirs en T2, quand il était T2, vous parliez? Nous, ce qui nous lie, c'est Charleroi, forcément. Donc, on reparle souvent, par exemple, de Mario Notaro. Pour les anciens, c'était notre T2 à l'époque avec Felice Mazzu à l'Union. Un mec qui nous avait marqué au niveau humain. On fait tout le temps des petites blagues. Et, qui nous faisait, tout le temps des petites blagues. Et on se les remémorait encore dernièrement. Donc, des petites choses comme ça. Et aujourd'hui, la relation, elle est comment avec Karel Gerhardt? Je sais pas d'ailleurs, Tom, si tu as déjà vécu ça, mais quand tu es T2, tu es proche de ton groupe. Et puis là, en une fois, il doit passer T1. Forcément, il doit mettre une petite barrière. Il a quand même un travail qui est différent. Il doit expliquer ses choix, il doit faire ses choix. Et donc forcément, il y a une distance qui s'est mise. Mais moi, ça reste un ancien coéquipier. Le plus dur, je crois que ça a été de dire coach à la place de Karel. Mais une fois qu'on passe ça, voilà, on comprend que c'est lui le T1, c'est lui qui décide. La transition est parfois un peu difficile quand tu es T2, tu es proche des joueurs et en une fois tu dois mettre une barrière, mais lui il l'a fait assez naturellement et puis les résultats parlent pour lui, donc ça rend les choses beaucoup plus faciles aussi. Et le fait qu'il soit à l'Union depuis si longtemps, de 2019 je pense, ça a été facile de reprendre un noyau et de l'emmener si haut, on va dire, parce qu'il connaissait les joueurs, il connaissait le fonctionnement de l'Union. Je pense qu'il a été très intelligent dans sa gestion de carrière de coach et l'Union a été très intelligente aussi d'oser lui donner sa chance. Il a appris énormément. Il parle de plusieurs coachs, mais je pense que Felice est celui qui a le plus d'influence quand même sur lui. Et il n'a pas voulu tout changer et tout mettre à sa sauce. Il a repris la base, il a apporté sa touche, mais la base, que ce soit la philosophie de jeu ou la gestion de groupe, on voit qu'il s'est beaucoup tiré de la méthode Felice Mazzu et il a eu bien raison vu que les résultats suivaient et là cette année il prouve qu'il sait être le T1 et gérer un groupe. Donc il a bien fait d'accepter l'offre et de ne pas suivre Felice à Anderlecht pour toi? Ouais, je pense qu'il y a eu débat et il devait trancher, mais quand tu es dans l'ombre en tant que T2 depuis 3-4 ans, je pense qu'il a tout doucement fait le tour. Karel est quand même un entraîneur, je pense, qui a de l'ambition. Et donc, on te propose ça avec un groupe que tu connais. Tu sais que le groupe vit bien, parce que la hantise d'un T1, c'est d'arriver dans un groupe qui vit mal, où le vestiaire ne va pas bien. Lui, il le connaissait, donc il n'y avait pas de surprise à ce niveau-là. Et ouais, je pense qu'il a fait le bon choix. Après, c'est facile de le dire après la saison qu'on est en train de vivre, mais il a eu raison de tenter sa chance après quelques années d'expérience en T2. Il s'est très vite imposé donc, en tant que coach dans les vestiaires, auprès de tous les joueurs. Ouais, il avait déjà
il a une âme de leader, ça c'est clair. Il avait déjà son petit mot, souvent il le faisait pendant l'échauffement avec le 11 de départ l'année passée en tant que T2. Mais maintenant, il doit se renouveler très rapidement parce qu'on a match quasi tous les 3 jours. Et il fait chaque fois des speeches très intéressants. Il a son style à lui. On l'a vu grandir au niveau communication durant la saison. Et je trouve qu'il fait ça très bien. Ouais. C'est quoi son style de communication ? Il parle pas pour rien dire. Il va droit au but. Il dit clairement les choses, que ce soit tactiquement. Quand vient le moment de nous motiver au niveau mental, il trouve toujours des petites nouveautés. Il fait rien de très original. Il va pas à gauche, à droite, mais il va toujours chercher les 2-3 points motivants pour chaque match différent. Et pour l'instant, ça rapporte ses fruits. Est-ce que le noyau de l'Union, tes coéquipiers de l'Union, est-ce qu'on peut dire que c'est le meilleur groupe avec lequel tu as évolué, avec lequel tu as vécu ? Au niveau qualité ? Au niveau qualité, au niveau relation, au niveau la totale. Est-ce qu'on peut dire que cette année, par exemple, à l'Union Saint-Gilloise, c'est ton meilleur noyau ? C'était... Au niveau qualité foot, je trouve qu'on n'est peut-être pas plus fort que l'année passée. On a des individualités qui font beaucoup la différence, mais l'année passée, quand on avait un Casper Nielsen, quand on avait Unda Van Zer devant, c'était aussi un noyau chargé de qualité. Au niveau humain, je ne vais pas dire que c'est le meilleur parce qu'on est quand même plus rentré dans un foot business où c'est vraiment un boulot. Mes premières années que j'ai connues, que ce soit à Moucron, au Berscott ou à Charleroi, c'était plus bande de copains où on faisait beaucoup de choses après les journées ensemble, etc. Mais ici déjà, tous les pères de famille, c'est plus compliqué. Tous ceux qui sont en couple, etc. Mais au niveau humain, je trouve qu'on est plus rentré dans le foot moderne, qui est un foot plus business. Donc on a un très bon groupe qui vit bien, mais ça se limite au foot. Il n'y a pas vraiment une amitié qui se lie, si ce n'est ceux que je connaissais d'avant. Mais ouais, le groupe vit bien et voilà, ça s'arrête là. Tom, ok, Léo, comment ça se passe avec le groupe ? Ouais, ça se passe super bien. On dit aussi tout le temps que le groupe vit bien, etc. Et peut-être parfois un peu trop parce qu'on se voit beaucoup en dehors, nous. On est 7-8 à être papa, donc on a un peu les mêmes horaires, etc. Donc on part en vacances ensemble, etc. Donc ouais, c'est vraiment on a vraiment la chance de jouer avec une bande de copains à haut niveau. Donc ça, c'est la différence par rapport à Guillaume et à l'Union. Donc non, c'est un très chouette groupe. On gagne en plus, donc forcément l'ambiance est encore meilleure. Donc voilà, pourvu que ça dure. Ouais. Et avec l'équipe nationale ? L'équipe nationale aussi, honnêtement, moi j'ai une équipe nationale depuis 2008, donc j'ai vraiment grandi. Il y en a plein à qui j'ai commencé aussi, donc on se connaît depuis 15 ans, on joue ensemble depuis 15 ans. Donc voilà, c'est resté à quelques joueurs près, plus ou moins, la même équipe pendant des années. Donc on se connaît tellement bien, on voyage tellement ensemble. On a voyagé dans une dizaine de pays ensemble, soit en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Japon, en Argentine. On vit plein de moments qui sont incroyables. Donc voilà, ça devient aussi vraiment des amis. Et il y en a certains que c'est vraiment mes amis très proches. Ouais. Quel est ton meilleur souvenir avec quel groupe quand la Coupe du Monde, est-ce que c'est un jeu Ouais, la Coupe du Monde, la Coupe du Monde en 2018, c'est très particulier parce que c'est notre premier titre. Et après, on était en Inde, donc on est vraiment tous restés ensemble pour faire la fête après. On ne s'est pas dispersés dans certaines boîtes de nuit comme on pouvait faire dans d'autres pays. En Inde, on était vraiment restés ensemble et on a vraiment papoté pendant de longues heures. Et c'était vraiment enfin le moment où on pouvait réellement fêter quelque chose ensemble. On arrêtait de peu 2 ans avant aux Jeux Olympiques de Rio et c'est notre premier titre et c'était mémorable. Et après, voilà, la médaille d'or olympique, ça reste quand même un rêve d'enfant. Je crois que c'est le plus beau titre qu'on puisse avoir au hockey. Donc voilà, c'était aussi quelque chose de très très spécial. Et ouais, le moment où j'étais le plus marqué par les émotions, je crois que c'était la médaille d'argent en 2016 sur le podium. Là, je me suis un peu effondré de joie, de tristesse qu'on venait de perdre. Mais finalement, on a quand même gagné une médaille qui était un peu inespérée à ce moment-là aussi. Et, donc voilà, ça reste des moments qui sont très forts. Ouais. Dans votre noyau, dans l'équipe nationale, il y a aussi des très jeunes. Est-ce qu'ils vous suivent ? Donc, oui, ouais. Oui, enfin, ils font directement partie du groupe. Je crois que c'est assez étonnant le nombre de joueurs qui ont 18, 19, 20 ans aujourd'hui qui arrivent dans le noyau et qui sont directement
très forts physiquement, qui sont directement très forts. Donc voilà, les places sont chères et voilà, on est de plus en plus, il y a de plus en plus de qualité. Donc voilà, les sélections vont être de plus en plus compliquées. Mais je crois que les jeunes qui arrivent aujourd'hui, ouais, sont voués à une très belle carrière aussi. Ouais. Je vais vous poser tous les deux une question. Qui est votre binôme avec qui vous avez eu la meilleure relation dans un club, quel qu'il soit? Ça peut être aujourd'hui, il y a 10 ans, qui vous a marqué la meilleure rencontre footballistique et du coup en hockey aussi? Moi, ce sera Lucas Demotte au Racing. Ouais, c'est mon meilleur ami, le parrain de mon fils. Et c'est vraiment en jouant ensemble qu'on a appris à se connaître. On se connaissait d'avant un petit peu, mais c'est là, à ce moment-là que notre amitié s'est vraiment soudée. Et puis cette année, j'ai changé de club il y a 2-3 ans, donc j'ai reconnu des anciens avec qui je passe énormément de temps maintenant, ou des nouveaux visages que je ne connaissais pas. Et dans un nouveau club, ça devient directement des très bons amis. Comme je disais, on part en vacances, etc. ensemble. Donc, bon, mon meilleur ami, c'est Lucas, et ça, c'était au Racing il y a 15-20 ans. Ouais. Guillaume, ta meilleure rencontre dans ta carrière professionnelle de football? Il y en a quelques-uns, mais la plus marquante et celle qui était vraiment mon coup de cœur, c'est Damien Marc à Charleroi, qui ensuite est venu aussi à l'Union. Ouais, clairement lui. Quand il est arrivé à Charleroi, on était un peu dans le même style de vie. On se voyait beaucoup en dehors du foot, avec de temps en temps quelques-uns. On allait manger ensemble, on faisait pas mal de sorties ensemble. Mais ouais, on a vraiment beaucoup de valeurs qui se ressemblent. Et c'est un ch'ti, lui. Mais les ch'tis et les Ardennais, ils sont un peu... Il y a beaucoup de points communs, on va dire. Et donc on s'est très vite bien entendu. À l'époque, dans le trio, il y avait David Paulet aussi, avec qui on passait beaucoup de bons moments. Sinon, ici à l'Union, c'est Anto Maurice, mais c'était déjà un ami bien avant qu'on joue ensemble. Donc je pense que c'est une réponse erronée. J'irai quand même sur Damien Marc. Le meilleur souvenir que tu as avec Damien? Sur le terrain, c'est la qualif pour les playoffs 1 avec Charleroi. Et en dehors du terrain, il y en a beaucoup. Que ce soit son mariage, mon mariage. Après, il a fondé sa famille plus vite que moi. Puis le petit est arrivé. On a vécu beaucoup de bons moments ensemble. Des sorties très mémorables aussi. Il te manque à l'Union? Oui, parce que dans le vestiaire, c'est vraiment quelqu'un de très chaleureux humainement. Et je ne serais pas le seul à le dire. À l'Union, il manque dans le vestiaire de ce côté-là. Mais on est très heureux de voir qu'il a retrouvé une seconde jeunesse à Charleroi. Et Charleroi, Waterloo, c'est pas loin. Donc on se voit encore. C'est plus si fréquent avec les enfants, mais on fait encore des gains d'ail ensemble. Est-ce que c'est parfois difficile d'être un sportif professionnel? Parce qu'on parle beaucoup d'enfants, on parle beaucoup de proximité, mais parfois, est-ce que vous ne regrettez pas d'être sportif Non, je crois justement au contraire, on a énormément de chance de pouvoir vivre de sa passion. Il n'y a rien de plus beau que, je m'imagine à 5-6 ans me dire que je vais avoir cette carrière-là, je vais pouvoir vivre de ça jusqu'à, on verra, j'espère 37, 38, 39 ans. Donc c'est une chance énorme qu'on a. Je crois qu'on parle beaucoup de sacrifices, mais pour moi, c'est même peu ça. C'est vraiment des choix qu'on a envie de faire. C'est des sacrifices, ça veut dire qu'on regrette de pas faire d'autres choses. Moi, c'est plus des choix de vie, de carrière. Et comme je disais, on a aussi beaucoup de temps à passer avec nos enfants, parce que on n'est pas dans un 8-18 où on peut voir une demi-heure le matin, une demi-heure le soir. On a vraiment plus de temps. Il y a des journées où on n'a rien du tout, donc on passe beaucoup de temps avec nos familles aussi. Donc je crois que c'est une chance énorme. Et puis on voyage énormément, on passe des moments qui sont inoubliables. Et donc voilà, on ne peut pas rêver mieux. Non, je suis d'accord avec lui. On n'a pas le côté négatif qu'ont les très grands joueurs au niveau de la notoriété. Nous, c'est parfait. On a des vies tout à fait normales. On ne doit pas se cacher pour faire quoi que ce soit. On peut sortir de chez nous sans avoir de problème. Donc je vois vraiment... Vous interpelle pas pour des photos, des autographes? C'est très rare, ça arrive de temps en temps, mais je crois que, comme dit Guillaume, moi c'est un truc que j'aurais pas du tout supporté, d'être un joueur de foot qui peut pas aller faire ses courses, qui peut pas aller au resto, qui est constamment sous la pression des gens qu'il rencontre. Même aux Jeux Olympiques, j'ai 2-3 expériences avec un Nadal qui a dû se lever une 30aine de fois pendant qu'il mangeait alors qu'on était au JO. Donc j'ose même pas imaginer la vie qu'il doit avoir dès qu'il sort de chez lui. Donc voilà, c'est des vies, ils sont pas à plaindre non plus, c'est un peu différent. Ils sont dans des mondes un peu différents, mais ça doit être c'est quelque chose que moi j'aurais pas supporté, je crois. Pourtant, tu es quand même un top 10 mondial du hockey.
Oui, mais on reste dans le monde du hockey. Il ne faut pas se cacher que par rapport au foot ou d'autres sports, on est moins connus et tant mieux. Le seul truc duquel je suis un peu jaloux du foot, etc., c'est de jouer dans des stades de 50, 60 000 personnes avec une ambiance qui doit être juste incroyable. Mais pour le reste, pour une vie normale, je préfère le monde du hockey. Ouais. Pourtant, en Coupe du Monde, il y a vraiment beaucoup de monde dans les tribunes, non? Oui, il y a beaucoup de monde, mais... je crois que c'est un peu moins populaire aussi dans le sens où on est tellement accessible aussi, les gens qui nous croisent quasi tout le temps, donc il y a moins cet effet de surprise de pouvoir croiser un Eden Hazard ou un Kevin De Bruyne au supermarché. Nous, tout le monde nous a déjà vus dans le monde du hockey, on s'entraîne dans les mêmes installations que les jeunes, donc en fait on croise tout le temps les membres aussi, donc on fait juste partie de la vie de club. Guillaume, est-ce qu'on pourrait dire que Tom est un ancien Eden Hazard du hockey, on va dire ça comme ça, parce qu'il est quand même connu. Enfin, moi, je joue au hockey personnellement, et on vient me dire « il y a Tom !» Enfin, je sais pas si tu t'en rends compte, quoi. Les très jeunes, dans mon club de hockey, ils ont des dédicaces de toi partout, quoi, sur leur maillot. Il y a eu des comparaisons faites au moment où on disait Courtois, c'est Vanache. Toi, on te comparait à un joueur aussi à ce moment-là? Je me souviens d'articles qui sont sortis comme ça. Non, je pense Lukaku parce que c'est plus un finisseur, toi, on peut dire ça comme ça. Je pense, ouais. Eden est plus dans le jeu de base, dans son style de jeu. Je me retrouve un peu dans la même position que lui, parce que j'aime bien jouer sur la gauche et un peu bas, venir un peu décrocher. Donc ça m'arrive d'être un peu dans la même position qu'il joue. Ouais. Mais physiquement, il tient plus la longueur apparemment. Aujourd'hui. C'est une hygiène de vie, ça, hein, Tom? Ouais, c'est ça. Alors, Guillaume, est-ce que parfois c'est difficile, je reviens à la question, d'être un sportif professionnel? Enfin, c'est un choix de vie, mais parfois on se dit pas, mais j'aurais peut-être dû faire autre chose, ou on s'est jamais posé la question? Si, d'ailleurs on l'a préparé. Quand j'ai signé pro à 18 ans, je me suis pas arrêté là à l'école, j'ai quand même fait un baccalauréat pour de un, garder les pieds sur terre. Ça faisait partie de l'éducation de mes parents. J'avais pas... T'as fait un bac en quoi? En comptabilité, option gestion. Quelque chose de très excitant. Et donc, c'était pour assurer les arrières au cas où. Une carrière, on sait quand on la commence, mais on ne sait pas quand on la termine. Les contrats les plus longs que j'ai signés, c'était 3 ans. Donc, forcément, c'est pas du long terme. Mais après ça, comme Tom le dit, la passion est là. Ça anime. Et à 32 ans, je me lève encore tous les matins en ayant la banane, en se disant on va aller faire du foot, quoi. Donc tant que le plaisir est là, tant que le corps suit, je regretterai jamais, je pense. Et puis derrière, j'aurais peut-être 34, 35 ou pourquoi pas faire comme Tom jusqu'à 37. Mais derrière ça, je pense que forcément la transition est toujours compliquée. Mais si elle est préparée un minimum, je pense qu'elle peut bien se passer. Il y a toujours un côté négatif où on sort un peu de la lumière, on perd un peu cette adrénaline qu'on a constamment sur le terrain. Ça doit manquer dans la deuxième vie. Mais ouais, on essaiera de faire les choses correctement. Tu prépares du coup l'après? Ouais, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Voilà, la reconversion la plus simple, c'est de rester dans le foot. J'ai commencé depuis mes 30 ans à suivre les cours pour les diplômes d'entraîneur. J'espère terminer les diplômes les plus hauts possibles avant d'arrêter d'être joueur. Donc ce serait l'UFAA, l'avant-dernier avant la licence pro. La licence pro, c'est le diplôme nécessaire pour entraîner pour être T1 en D1. En tout cas, il en faut un dans les staffs. Mais j'aime beaucoup l'Union Saint-Gilloise, comment le club vit, la structure. Je m'entends très bien avec les dirigeants. Et mon objectif personnel, c'est de rester à l'Union Saint-Gilloise le plus longtemps comme joueur. Mais pourquoi pas basculer également dans le staff ou dans une autre mission. En entraîneur. Dans le club ou pas loin en tout cas. Ouais, entraîneur, c'est ce que je vise pour l'instant. Ou en tout cas, c'est ce que je prépare. Mais il y a plusieurs postes intéressants dans les clubs. Donc ce serait un peu en fonction des opportunités aussi. La comptabilité, c'est fini alors? Ouais, ça n'a jamais vraiment commencé. Disons qu'il y aurait beaucoup de mises à jour à faire. C'est quand même un milieu qui se remet en question constamment. Et ça fait longtemps que j'ai plus ouvert les livres. À présent, on va parler entraîneur et deuxième vie. Tom, est-ce que tu appréhendes ta deuxième vie? Non, pas du tout. Je crois que, j'espère qu'elle sera aussi riche en émotions que je peux l'avoir en tant que joueur. J'ai plusieurs idées, mais pour le moment, je me concentre à fond sur ma carrière. J'ai même encore duré quelques années, mais pas non plus
Des LUS, donc non, je me concentre 4-5 ans sur ma carrière. À côté de ça, je fais les stages de l'Etomono Kekems, donc une académie de hockey pour les enfants de 4 à 15-16 ans. Ouais, donc tu prépares quelque part, tu es un peu formateur déjà. Oui, j'essaie. En fait, j'essaie de créer, mais justement, avec mon meilleur ami Lucas et son frère, de créer un truc auquel j'aurais aimé participer gamin. Donc, c'est vraiment apprendre d'une manière ludique. Je crois que c'est comme ça qu'on apprend le mieux. Et voilà, quand on va dans nos stages, il y a plein de matériel ultra ludique pour s'entraîner. Et voilà, je trouve ça très chouette et j'adore y passer et voir les enfants qui s'éclatent. Devenir entraîneur, coach, c'est pas. Ouais, je crois que je crois que c'est une possibilité. Je crois que voilà, on manque un peu de coach en plus en Belgique. Donc ouais, c'est sûr que ça fera partie j'imagine, de mon après-carrière. Après, pourquoi pas essayer de toucher quelque chose complètement en dehors du hockey. Je crois que moi j'ai pas fait d'études, contrairement à Guillaume, mais je crois qu'on apprend différents skills en étant si longtemps au plus haut niveau. Je suis parfait trilingue et voilà, j'espère que à la fin de ma carrière, j'aurai des opportunités qui viendront. Je crois que le monde du hockey, c'est un monde très riche aussi de personnes qui ont des bons contacts et voilà, je crois qu'en étant fidèle à un club, en étant le plus accessible possible, je crois qu'il y aura certaines personnes qui me proposeront certainement des trucs très intéressants, enfin je l'espère. Donc je vois que tous les deux, vous voulez continuer dans votre sport de prédilection. Ouais, je pense que ça peut être la reconversion la plus simple de rester dedans, mais avec les vies qu'on a pour l'instant qui vont quand même dans tous les sens, je ne sais pas si on pourra directement se bloquer sur un domaine bien précis. Je pense que ce qui nous conviendrait peut-être mieux, c'est d'avoir un peu des trucs à gauche, à droite. Après, ça dépend. Si tu deviens coach, que ce soit hockey ou foot, ça peut vite être à plein temps et pas de place pour autre chose. Mais il y a beaucoup de domaines qui peuvent être intéressants et qui sont parfois cumulables. Alors, cette année, on va un peu rebasculer dans le secteur du football. Il y a eu 12 coachs limogés. Donc, Edouard Steele ici récemment, mais on va dire que la phase était terminée, enfin la phase classique était terminée. Ça vous fait pas peur? Enfin, au hockey, Tom, tu me disais juste avant l'émission que c'était rare qu'il y avait des changements de coach au sein d'une même saison. Ouais, c'est déjà très rare que les contrats soient terminés avant. C'est souvent... on remet moins en cause réellement le coach et après au foot pour moi je trouve ça dramatique. Il y a 3 mauvais résultats, le coach est limogé et puis on prend un autre, il joue bien 5 mois puis il a 3 défaites d'affilée et puis on le revire. Je trouve ça... Pense à Bruges là. Non, pas du tout, parce que comme je disais, non, vraiment pas, je savais même pas que Bruges avait ça cette saison, mais voilà, c'est ce qu'on lit aussi dans la presse et j'ai l'impression qu'il y a moyen avec les joueurs un peu de se resserrer les coudes, de prendre un peu plus de place dans les vestiaires, de prendre un peu plus de temps à parler avec le coach plutôt que directement pointer du doigt une personne. Je crois que la force d'un groupe, c'est d'inclure le staff et tout le monde. C'est la faute un peu de tout le monde et parfois c'est sûr qu'il faut changer parce que les deux cultures ne matchent pas par exemple. Mais voilà, je crois qu'au foot, ça va beaucoup trop vite. Ouais. Dans le foot, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, Tom a tout à fait raison. Le seul problème que je vois, c'est qu'il y a une pression tellement énorme du résultat, que ce soit financièrement pour le club, que ce soit pour la viabilité du club à long terme. Les dirigeants ont souvent trop de stress et trop de pression et ne donnent pas le temps à un entraîneur de mettre en place la manière dont il travaille. Je pense qu'il y a souvent aussi un problème, comme Tom vient de le dire, de choix. Souvent, les directions se retrouvent dans des situations compliquées et ne sont plus très lucides au moment de choisir un coach, j'ai l'impression. Et donc on arrive à des situations où on se rend compte que la philosophie du coach ne matche pas du tout avec le groupe de joueurs. Et pour moi, c'est un travail qui aurait dû être fait en amont avant de choisir le bon coach. Mais il y a toujours cette pression du résultat qui fait que parfois les choix manquent de lucidité. Et puis souvent, le problème aussi, je ne sais pas combien de joueurs vous avez sous contrat dans les clubs, mais parfois au foot, tu as des groupes de 30-35 joueurs. Tu en as 11 qui jouent le samedi, tu en as 3 ou 4 qui rentrent. Forcément, tu fais le calcul, tu as plus des déçus que des contents, même quand il y a victoire. Donc c'est parfois compliqué dans des grands clubs de créer un esprit de groupe et de garder tout le monde concerné un max de temps pour justement tirer tout le monde dans la même direction. Ça t'est déjà arrivé dans ta carrière d'avoir plusieurs coachs au sein d'une saison? Ouais. Comment tu l'as vécu? Comment ça se passait dans les vestiaires? C'était pas difficile Si, de dire au revoir, c'était le compliqué. lendemain, c'est nouveau. Comment on s'adapte? En plus, je sortais un peu de ce foot encore familial et je n'avais pas encore clairement la réalité des choses en face parce que j'avais 19 ans, j'avais fait un an et demi à Moucron. Ouais.
Et là, tout se passait bien. Il n'y avait aucune pression. C'était un petit club familial qui voulait se maintenir et faire des beaux résultats, mais il y avait zéro stress. Et en une fois, le club tombe en faillite. Et là, je me retrouve au Berscott, qui avait fait une très bonne première partie de saison. Et puis, on termine la saison. Et là, on a enchaîné une saison où la présidence a changé et on a eu un président qui voulait vraiment du résultat et qui était dans ce système que j'expliquais avant. Il ne laissait pas le temps aux coachs de se mettre en place. Et je pense sur l'année civile, j'ai connu 6 ou 7 coachs différents. C'est énorme. Ouais. Et c'était l'année où je suis passé à Charleroi en janvier. Du coup, je crois que j'en ai connu 3 ou 4 dans la première partie de saison. Et puis à Charleroi, je suis arrivé, c'était Yannick Ferreira qui est resté 15 jours et puis il y a eu un changement. Il y a eu une transition et puis Felice est arrivé. Donc sur cette année-là, je me souviens, j'avais fait le calcul, j'étais 6 ou 7 coachs. Mais forcément, c'est impossible de mettre quelque chose en place. Même si là, c'est assez paradoxal parce qu'il y a 2 clubs différents, mais même que ce soit 3 ou 4 dans un club, c'est impossible de bâtir quelque chose de clair, d'une philosophie de jeu où tout le monde comprend. Et chaque coach a sa manière de procéder, donc il faut aussi le temps d'adaptation. Il y a le noyau qui est habitué à une certaine chose, qui doit soudainement réagir d'une autre manière. Ah oui, t'as un coach qui va te dire on repart de l'arrière, on fait des petites passes, on garde bien le ballon et quand on voit une opportunité, on fonce. Et si le suivant te dit nous, on balance devant, on joue le deuxième ballon à l'anglaise et on rentre dans les duels, et forcément, d'un jour à l'autre, tu dois changer complètement ta façon de voir le foot. Et forcément, c'est dur de mettre en place des choses qui marchent. Et vous le dites à la direction quand c'est comme ça ? C'est un peu ce côté un peu négatif dans le foot, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de discussions. Le seul contact qu'on a souvent, c'est le directeur sportif, qui lui est sous la pression de la direction du club. Et donc c'est souvent ce côté un peu manque de communication qui se passe. Donc il faut aussi savoir que le coach prend toutes les décisions et donc les joueurs parfois ont un peu peur d'aller discuter foot quand ils ne sont pas d'accord. Et donc souvent chacun reste de son côté jusqu'au moment où ça explose et il n'y a pas de retour possible. À l'Union, comment ça se passe ? Il y a des discussions. Est-ce que le noyau, il tourne assez souvent? Les joueurs tournent, donc comment ça se passe? Ça se passe très bien. Moi, depuis que je suis arrivé à l'Union, on joue la tête, on joue le titre chaque année. Forcément, comme Tom l'a dit tantôt aussi chez eux, quand il y a victoire sur victoire, l'ambiance est forcément meilleure. La philosophie de jeu, c'est la même depuis que Felice Mazzu est arrivé. Carrel a surfé sur la vague en apportant ses petites touches. Mais tout le monde est clair. Quand on change un joueur pour commencer un match, ça ne se voit presque pas parce qu'il est déjà dans la philosophie et tout le monde sait ce qu'il a à faire dans chaque poste. Donc justement à l'Union, c'est aussi une des choses que j'aime bien et quand je parlais de la structure du club que j'apprécie beaucoup, c'est ça. On travaille de manière sereine, on essaie de grandir à notre vitesse et j'aime beaucoup ce côté-là qui est un peu loin de tous les autres clubs qui nous entourent. Grandir à votre vitesse, tu disais, mais pourtant en 2 ans, c'est une ascension énorme. Donc, on grandit beaucoup. Vous étiez en D1B. Et là, maintenant, vous jouez presque la Champions League l'année prochaine, peut-être. On grandit beaucoup plus vite sur le terrain qu'à côté. Je pense que c'est impossible pour un club de passer de la D1B à l'Europa League sans avoir des soucis que ce soit de structure ou simplement d'encadrement et de stade. On l'a vu cette année, on ne peut pas jouer l'Europe chez nous. C'est aussi 2 stades. On a fait 2 stades, on a fait Louvain et Anderlecht. Donc voilà, on s'exporte assez facilement, on s'adapte bien, mais on adore quand même jouer dans notre propre stade. Mais bon, ça prouve aussi que c'est difficile de grandir vite pour un club. Heureusement, il y a des alternatives quand ça se passe comme à l'Union. Mais ça va très très vite sur le terrain. Et l'année prochaine, l'Union va jouer où ? En Europe ? En Europe. On aura d'office un ticket, ça c'est la bonne nouvelle, parce que jusqu'à preuve du contraire, il fallait encore faire un résultat en play-off. Mais je ne sais pas, je pense que dans la licence, ils ont un accord avec Zulte Waregem, je pense, ou Ostende, je ne sais plus, Ostende. Mais dans la pratique, je pense que ça peut encore changer. Il y a des stades qui sont plus compliqués l'année prochaine. Je pense que Louvain a trop de matchs et ne peut plus nous accueillir. Anderlecht, au final, ça ne nous avait pas si mal réussi. Mais on n'en a pas reparlé cette année, donc on verra. On va d'abord voir quel qualif on a et puis on en reparle. Tom, est-ce que tu aimes le parc du Den ? Oui, j'ai déjà été plusieurs fois le voir, donc j'adore cette ambiance. La première fois que j'ai été, c'est il y a 2-3 ans. Et j'ai vraiment ressenti un peu cette ambiance qu'on pouvait avoir autour d'un terrain de hockey. J'avais été, quand j'étais gamin, j'allais plus souvent voir Anderlecht quand mon papa était entraîneur là-bas.
Et c'est un peu plus sauvage, on va dire, c'est beaucoup d'insultes, etc. Et là, il y a des papas avec leurs gosses sur leurs épaules, à côté du noyau dur des supporters, on n'entend quasi pas d'insultes, c'est vraiment bon enfant, et j'ai vraiment adoré aussi cette proximité, il n'y a plus de barrières, ça faisait longtemps que j'ai pu voir un match de foot, mais on peut monter sur le terrain, et il n'y a quasi jamais quelqu'un qui monte, et ouais, je trouvais ça très très chouette, et moi j'ai vraiment eu ce sentiment de me retrouver autour d'un terrain de hockey quand tout se passe bien. Ouais. Le mur jaune, il est impressionnant. Ouais, ça va. Ça chante? Ouais, ça chante quand même, ouais. Et quand j'allais, j'essayais de chanter un peu avec. Et voilà, ça c'est un peu ce qui nous manque au hockey aussi, c'est d'avoir des vrais supporters. Il y a beaucoup de monde qui viennent voir le match parce qu'ils ont envie, ça leur fait plaisir, ils aiment bien avoir du beau hockey, mais ça manque un peu de supporters, de gens qui chantent pendant 90 minutes. Là, en l'occurrence, à l'Union, je crois que les supporters font un boulot incroyable. Et c'est grâce à ça aussi un peu que l'équipe fait de si bons résultats. Ouais. Dans ta carrière de hockey, est-ce qu'il y a un club où les supporters t'ont impressionné? Ouais, c'était quand je jouais à Bloemendal, c'était les Bloomigans, ils s'appelaient. Et là, pour le coup, c'était ils étaient pas nombreux, mais c'était des supporters qui chantaient tout le match. Ils faisaient du bruit. Ils faisaient du bruit, ouais. C'était les supporters d'Amsterdam, de l'Ajax aussi. Donc, ils faisaient le foot et le hockey. Et donc, c'était des bons chanteurs. Et votre rêve, on va parler de stade de foot. Quel est le stade dans lequel t'aimerais jouer? Genre celui qui t'impressionne le plus? Je rêverais de faire un match en Angleterre, dans un stade qui pue le foot. Pas un truc moderne comme celui d'Arsenal, mais aller à Manchester United ou à Liverpool, par exemple. Je pense que ces ambiances-là, à l'anglaise, ça pourrait vraiment me plaire. Ouais. Et si tu étais footballeur, il y a un stade de foot qui t'intéresserait, qui t'impressionne? J'en ai pas fait énormément, mais à voir comme ça, moi j'aime bien le Real. Et j'aime bien le Real, ce serait quand même un beau moment de pouvoir jouer dans un stade de foot. Pendant la Coupe du Monde 2014, on a joué dans un stade de foot, le stade Ado Den Haag, et c'était déjà impressionnant. Ouais. Et bien à présent, on va parler dans les vestiaires. On passe... On se rend dans les vestiaires maintenant, je veux tout savoir de ce qui se trame, de quoi vous discutez, de comment ça se passe dans les vestiaires. Bon, comment ça se passe une journée type d'un match de football ou de hockey? Pour nous, les matchs de championnat, c'est assez court. On a rendez-vous 1h30 avant le match, on descend dans les vestiaires, on papote un peu, on raconte ce qu'on a fait pendant le week-end. Et puis 1h30 avant, t'as le coach qui prend la parole et qui fait son briefing. Et c'est très détendu, il y a beaucoup de blagues, ça va un peu dans tous les sens, et il y a beaucoup de bruit en tout cas. Ouais. Il n'y a pas de régime alimentaire à respecter? Non, ça va, enfin, je crois qu'on est tous les deux assez âgés maintenant pour savoir ce qu'il faut mettre dans son corps pour avoir de l'énergie. Et c'est vrai que ça fait partie aussi de la vie d'un sportif, c'est de bien s'alimenter, de bien s'hydrater, c'est ultra important. Donc c'est vrai que dans le vestiaire, il y a toujours 2-3 petites poudres qui traînent, que ce soit isotoniques ou... Quelle poudre? Attention, hein. des poudres isotoniques par exemple, ou de récupération forcément. Et donc voilà, on essaye de bien faire ça, ouais. Bon, Guillaume, c'est pas 1h30 avant le match que tu te rends à l'Union du coup? Non, et encore à l'Union, je pense qu'on est gâté dans le sens où Karel utilise beaucoup son expérience de joueur. Il mise aussi beaucoup sur l'autodiscipline. On a quand même des joueurs de tout âge, mais la plupart sont très matures à ce niveau-là. Et nous, on a rendez-vous 3h30 avant le match. Quand c'est un match à domicile, on va prendre l'exemple. On prend le bus, on va manger dans un hôtel tous ensemble. À l'hôtel, on est donc entre nous en vase clos. Là, le coach fait sa théorie avec présentation. Et puis 1h30 avant le match, on revient au stade. Et là, on se change bien à notre aise, musique à fond. Chacun fait son petit programme dans son coin. Et puis 45 minutes avant le match, on sort pour l'échauffement. On rentre, et là, juste avant de sortir pour le match, c'est le capitaine, Teddy Thomas, qui nous fait chaque fois son speech inspirationnel. Et qu'est-ce qu'il dit? Il est souvent très très bon. Il arrive à commencer calme, à très vite monter dans les tours. C'est un mec qui montre beaucoup ses émotions, et peu importe ce qu'il dit, il transmet. Et il arrive toujours à transcender son équipe. Et parfois, il mise très bien. Parfois, il raconte des choses qui se passent réellement par la suite. Et donc, non, il fait ça très bien. Lui aussi doit se renouveler parce qu'on a le coach qui le fait à l'hôtel.
Et puis lui, il embraye un peu sur ce que le coach a dit, puis il donne son message personnel. Mais c'est aussi beaucoup de matchs cette saison, donc il varie, il prépare un peu ça, et je trouve qu'il fait ça très bien. Mais donc, ouais, on a la chance de ne pas avoir de mise au vert quand on joue à domicile ou même à l'extérieur en Belgique. Et c'est là que je disais que Karel est intelligent dans sa façon de voir les choses, parce qu'il utilise un peu son expérience de joueur, à savoir que les joueurs, les mises au vert, il y en a très peu qui apprécient. Il y en a quelques-uns qui aiment quand, par exemple, il y a un enfant en bas âge à la maison qui fait passer nuit. Mais on préfère de loin préparer nos matchs à domicile, surtout quand il n'y a pas plus d'1 heure de route à faire. Et parfois même, on fait des rendez-vous assez intelligents, dans le sens où on ne fait pas bêtement rendez-vous au stade quand on va à l'extérieur, parce qu'alors tout le monde doit rentrer dans Bruxelles et ressortir, on a perdu 1 heure pour rien. On fait souvent des rendez-vous de manière tactique vers l'endroit où on va jouer le match. Et je trouve ça très intelligent. C'est la première fois que j'ai un coach qui le fait. Et c'est quelque chose dont je prends note, parce que je trouve ça très bien. C'est parce qu'il a été joueur de foot, on le sent. Oui, ça joue. Et puis tout simplement, c'est un côté pratique, organisationnel, qui plaît à tout le monde. Ça se décide aussi en discussion avec les cadres. On a eu des discussions au début de saison en voulant faire le tour du vestiaire, en demandant qui aime bien les mises au vert, qui préfère pas. Et de nouveau, Karel a eu une approche très ouverte pour justement essayer de mettre tout le monde dans la même direction et que tout le monde se sente bien. Au final, c'est ça le plus important, parce que il y a beaucoup de clubs qui vont en mise au vert. Si tu t'entraînes on va dire le samedi matin, tu vas à l'hôtel et tu as match le dimanche soir, bah, tu perds ton énergie mentale avant que le match commence, parce que tu rumines pendant toute une journée dans ta chambre, tu as 3 repas à faire, tu sors pour une promenade, bah, tu préfères parfois être à la maison, voir les enfants comme Tom le disait, sa femme, et aller au match 3 heures avant le match, où on arrive frais dans la tête, quoi. Le discours, c'est quelque chose d'important d'avant match. Ouais, je crois, et c'est ça qui est dur en championnat, c'est match tous les week-ends, tandis quand on était en Coupe du Monde, etc., Shane McLeod, je trouvais qu'il faisait ça très bien, et ouais, on s'est déjà retrouvé presque avec des larmes dans les yeux, tellement il allait loin dans son discours, et forcément, ça se remet un peu une pique de ok, on va de nouveau le faire, parce qu'on se rend aussi bien compte à ce moment-là de la chance qu'on a de pouvoir monter sur le terrain à ce moment-là, et il nous le rappelle, et voilà, je crois que c'est très intéressant. Ouais. On se souviendra de ce discours de Teddy, qui a fait le tour de la toile, donc premier match en Europe, c'était face aux Rangers à domicile. Il rappelait vraiment à tous les joueurs, les gars, on n'était pas là il y a quelques années, on était livreurs, on était ci. C'est vraiment un message qui a touché énormément d'internautes. Mais j'imagine que vous, dans le vestiaire aussi, c'était poignant comme communication de la part du oui, bah, déjà quand il fait son discours, on est à 3 minutes du début du match, l'adrénaline est au top, tout le monde est surexcité, donc forcément les émotions sont décuplées. Et en plus, lui, il le dit de manière, on le voit sur les vidéos, de manière très entraînante, et il vit ses paroles vraiment. Et voilà, ce sont des choses qui, moi, je trouve, pourraient rester dans les vestiaires. Mais c'est vrai que c'est un peu égoïste, dans le sens où les gens rêvent parfois de voir un petit peu comment on vit à l'intérieur. Et Teddy, c'est un capitaine qui fait ça très très bien, qui arrive à prendre tout le monde sous son aile et qui dit les choses vraies. Ce discours-là était magnifique, dans le sens où le message, il était clair. C'était, les gars, on va pas se mettre la pression pour un match pareil, alors que il y a 3 ans, on était nulle part. Prenons le plaisir qui est là. On sait pas combien de matchs de Coupe d'Europe on va faire. Allez-y, faites-vous plaisir, quoi. Mais oui, ce genre de message, on l'entend très peu, enfin quasi rarement. On ne sait pas ce qui se dit dans les vestiaires. C'est pour ça que j'ai vraiment envie de savoir comment ça se passe, qu'est-ce que vous vous dites en tant que professionnel. Mais je me demande aussi quand on voyage en car ou sur le chemin pour se rendre dans le stade ou lors du match, quel type de personne vous êtes? Est-ce que vous êtes une personne qui réfléchit, quelqu'un qui fait des blagues? Est-ce que voilà, qui vous êtes 3 heures avant un match? On va dire ça comme ça. Moi, je suis très très relax. Moi, je commence vraiment à rentrer dans mon match limite après l'échauffement physique, vraiment quand on commence au hockey, donc 1 demi-heure avant le match. Je suis pas du tout quelqu'un qui a ses petits principes, de faire toujours la même chose, de devoir manger la même chose, etc. Je suis plus à faire des blagues, à rigoler, à être dans une atmosphère très détendue plutôt qu'être avec mes écouteurs tout seul dans mon coin pour me concentrer. Guillaume ? Aucune superstition chez moi non plus. Je fais jamais 2 fois la même chose. C'est parfois un petit peu de musique dans le bus. On est tous très individuels dans le bus, il n'y a pas beaucoup de discussions. Relax aussi, je pense que je me mets dans mon match début d'échauffement. Mais surtout avec les années, on apprend à pouvoir relativiser un peu plus et enlever un peu cette
cette pression, ce stress. Au début, j'étais beaucoup plus stressé avant mes matchs, mais là maintenant, on est relax et un peu dans le même style que Tom. Est-ce qu'il y a un joueur qui t'a marqué, qui suit vraiment lors de tous les matchs un système donc, Ouais, bah, j'en ai un à l'heure actuelle, ça. qui est un ami aussi, Anto Maurice. Il a un rituel très clair qui commence quasi 2 jours avant le match. Et, Quand vous jouez tous les 3 jours, c'est compliqué alors. Ah ouais, non, il n'en sort jamais. Il est très éprouvé pour l'instant, ça n'arrête pas. Mais ouais, ça le permet de rester focus dans sa bulle, d'être prêt. Et il fonctionne comme ça depuis longtemps et il aime bien que les choses soient carrées avant un match. Et ça lui réussit, donc il aurait tort de s'arrêter. Mais c'est vrai qu'il faut que tout soit réglé et organisé pour... Qu'est-ce qu'il fait par exemple? Ça part de son repas la veille au soir. Sa journée de match doit être souvent la même. Sa préparation dans le vestiaire, ses échauffements, tout est vraiment réglé et il aime bien avoir la même chose pour se sentir prêt. Et ça permet, il y en a beaucoup comme ça permet quand même une concentration optimale et un focus. Bah, il est gardien, donc plus que jamais, lui, s'il fait une erreur, il n'y a personne derrière pour le sauver. Donc je pense que c'est aussi lié au fait qu'il a un poste à responsabilité extrême. Il est quelqu'un de très carré, mais du coup, il y a eu pas mal de changements. Donc en une saison, 2 entraîneurs des gardiens différents. Donc maintenant un 3e. Est-ce que ça va le toucher? Enfin, ça change quand même la rythmique d'Anthony. Oui, mais je pense qu'avec Lucas Pirard, c'est 2 gardiens d'expérience qui ont beaucoup de discussions avec leur entraîneur des gardiens, que ce soit le 1er, le 2e ou le 3e de cette saison. C'est dans un échange assez fort parce qu'ils sont que 3 ou 4 à l'entraînement, donc c'est différent. Ils ont quand même beaucoup de parties où ils sont à part. Et il y a beaucoup de discussions entre eux pour voir ceux qui vont travailler, ceux qui veulent travailler, comment, le pourquoi. Donc je pense que ça ne les déstabilise pas. Chaque entraîneur doit certainement leur apporter des bonnes choses. Et avec 3, du coup, ils ont beaucoup de bonnes choses à avoir. Donc on compte sur Anto pour sortir des gros playoffs. Je me demandais, donc toi tu es trilingue. Donc tu parles français, néerlandais, anglais. Donc c'est facile de communiquer avec tous tes coéquipiers. Est-ce que dans ton équipe, que ce soit l'équipe nationale ou Léo, certains joueurs ne parlent pas toutes les langues? Est-ce que c'est facile de communiquer avec tout le monde? Au Léo, c'est très simple. Il y a juste 2 Français, le reste ils sont tous bruxellois et francophones. Donc c'est français 100%. Notre coach argentin parle très bien français aussi. Donc tout se fait en français. Et moi, jusqu'il y a 1 an, on faisait tout en anglais en équipe nationale. Forcément pas quand on parle entre nous, mais tout ce qui était briefing, théorie, etc., discussion avec le coach qui lui parlait qu'en anglais, donc c'était en anglais. Entre nous, tout le monde sait quasi parler le français, à part 1 ou 2 joueurs, tandis qu'il y en a qui ont plus de mal à parler néerlandais, donc les néerlandophones font plus un effort de parler en français que l'inverse. Et donc ouais, on parle... Un peu toutes les langues, ça va un peu dans tous les sens. Ouais, du coup, tout le monde s'entend bien, donc il n'y a pas de clan anglais, clan... Non, mais je crois que forcément, t'as plus de liens d'amitié avec les personnes que tu vois le plus souvent et avec qui tu joues en club, par exemple. Mais voilà, j'ai des très bons amis qui sont anversois, comme des très bons amis qui sont bruxellois. Il n'y a pas du tout de clan. Je crois juste que c'est des amitiés qui sont liées au fil des années, qui font que parfois on peut voir des anversois qui sont plus souvent ensemble, mais ça n'a rien à voir avec un problème de clan ou de nord et sud. Dans le football, c'est différent. Il y a énormément de nationalités. Comment ça se passe dans les vestiaires, du coup? L'anglais l'emporte toujours, je pense. Peut-être à Charleroi, c'est encore le français. Sinon, la plupart des clubs en Belgique, c'est l'anglais. L'anglais assez basique, mais que tout le monde peut comprendre. J'ai connu les équipes nationales étant jeune, où on traduisait tout, on passait du français au néerlandais, où tout prenait 2 fois plus de temps. Donc je pense que le côté pratique des choses, de mettre tout en anglais, basique, où tout le monde peut comprendre, c'est intéressant. Après, les émotions, elles passent dans toutes les langues. Quand Teddy fait son speech, c'est en français, et il y a quelques joueurs qui ne comprennent pas une chic en français et qui se sentent quand même touchés. Donc c'est ça le plus important, je pense. Et à l'Union, vous êtes plusieurs nationalités. Il y a des Belges, il y a des Suédois. Il y a des clans par langue, j'imagine. J'aime pas le mot clan parce que ça fait tout de suite, on a l'impression qu'il y a des groupes d'un point de vue négatif, mais il y a d'office des affinités qui sont avec la langue. Forcément,
On va pas aller faire un resto avec 3 nationalités différentes qui savent pas se comprendre ou qui ont un anglais vraiment compliqué. Mais voilà, il y a aussi le fait des joueurs qui sont étrangers et qui habitent Bruxelles ou Anvers et qui sont là tout seuls. Ben forcément, c'est automatique pour eux de se revoir le soir, d'aller manger un bout ensemble pour pas être tout seul tout le temps dans son appartement. Mais sinon, Karel, lui, il enchaîne anglais et français. Tous les néerlandophones de l'équipe savent très bien parler français ou anglais. Et donc lui, c'est beaucoup d'anglais avec quelques petits mots en français. Il traduit rarement ce qu'il dit, il enchaîne, il mixe très bien les deux et ça passe très bien. Quelles sont les affinités? Quels sont les groupes à l'Union? Alors on a les néerlandophones quand même, avec 4-5 joueurs. Jorbe est venu renforcer un peu, mais bon, il perd des Van Zer, donc on va dire que ça fait bouffe. Et puis on a tous les francophones, avec Teddy, Isma Kandous, Anto, Loïc Lapoussin, Cameron Puertas, moi-même. On est quand même beaucoup souvent ensemble. Et puis tu as le groupe plus où ça parle anglais avec tous les étrangers, avec Gustave, Denis, on a qui là dans Ross, Chris Burgess, tous ceux qui se retrouvent plus facilement autour de l'anglais, quoi. Vous parlez de quoi? Enfin, vous parlez pas de foot, j'imagine. Vous regardez un peu ce qui se passe dans le monde. Mais vous parlez d'autres choses. Ça va vraiment dans tous les sens. Je pense que c'est d'office des discussions qu'on peut comparer à des collègues qui se retrouvent à la machine à café, je pense. On va parler de foot, bien sûr, mais ça peut partir sur une discussion comment tu fais toi avec ton fils dans ce cas-là, comment ça se passe à la maison, quoi de prévu ce week-end. Je pense qu'on peut vraiment comparer ces discussions à des discussions entre potes ou entre collègues. Vous parlez de VAR ou de décision arbitrale de temps en temps? On peut en parler, oui. On a un professionnel de la communication, à la personne de Lazare. Il faut le suivre sur les réseaux, il est assez direct avec ça. Et il a déjà souvent été dans les dossiers, on va dire, un peu compliqués à gérer avec la VAR. Mais oui, on en discute et on peut faire le parallèle. Je suppose que c'est ça que... Oui, j'aimerais bien faire le parallèle, parce qu'il y a aussi de la vidéo assistance, on va dire, en hockey. Enfin, comment ça se passe au hockey? Au hockey, il faut demander la vidéo. Et si on se trompe, on la perd. Donc on l'a autant qu'on veut, tant qu'on a raison, mais si on se trompe une fois, on l'a plus. Donc c'est aussi tout un jeu émotionnel. Donc souvent il y a de petites règles, c'est que c'est celui qui... on peut pas demander la vidéo dans l'émotion, par exemple. Il faut toujours se demander à 3-4 joueurs s'il a bien vu la même chose. Et si c'est un joueur qui fait une faute défensive, il aura plus tendance à vite aller dire ouais, vidéo, parce que je pense pas parce qu'il est un peu dans l'émotion, il a pas envie qu'il soit sifflé contre lui à ce moment-là. Donc c'est un peu plus un travail de groupe. Tu as certains joueurs qui ont plus de droits que d'autres pour demander la vidéo. Et en général, nous on est assez malin avec la vidéo. On la perd que très rarement, bêtement. Et parfois, il y a aussi moins de caméras que dans le foot, et la balle est plus petite, c'est un peu plus compliqué, les images sont un peu moins bonnes. Donc, il y a beaucoup de moments où, en fait, l'arbitrage vidéo ne sait même pas donner une réponse, et ça, c'est un peu frustrant. Et là, je suis curieux de voir, parce que nous, on fait tout le championnat sans vidéo, et il y aura juste la vidéo pour les finales. Donc, à voir si ça va être bien utilisé, s'il y aura assez de caméras autour pour que ce soit fait de la bonne manière. Mais j'espère que ce sera le cas. Ouais. Et vous devez être précis, en plus, dans ce que vous demandez. Oui, mais c'est ça, en fait. Un peu tout le jeu aussi, c'est la question que tu poses à l'arbitre est importante. Donc au plus t'es vague, au plus il doit regarder, se demander pour un truc. Imagine, tu vas dire il y avait un pied dans le cercle, donc un penalty. En fait, il n'y a pas de pied, mais il y avait bien un backstick. Normalement, certains arbitres vont quand même accorder le PC, mais il y en a qui peuvent dire non, il n'y avait pas de pied dans le cercle. Donc il faut être malin dans la question qu'on pose à l'arbitre. Ouais. Maintenant, ils essaient un peu de changer un peu les règles, de vraiment regarder. Parfois, les arbitres qui disent ok, je vais regarder l'entièreté de l'action pour voir ce qui s'est réellement passé. Au football, c'est l'émotion alors? Parce que du coup, on le sait, c'est l'arbitre central qui est interpellé, mais parfois vous aussi, vous allez dire la vidéo, vite fait. Oui, dans la théorie, quand ils viennent de présenter la saison, ils nous disent qu'on n'a pas à la demander forcément, mais je pense qu'on voit pas ça dans le hockey, mais nous, dès que l'arbitre siffle, on a vite 4-5 joueurs qui s'en vont. Dans le règlement pur de début saison, le joueur qui va vers l'arbitre en sprintant, il reçoit un carton jaune. On n'a plus à rouspéter comme avant, mais souvent, malheureusement, les nouvelles règles, elles tiennent le coup quelques matchs et puis on retombe dans les travers. Mais donc la VAR est totalement différente. On n'a pas le droit de la demander, c'est eux qui gèrent, et il y a 4 situations bien précises dans lesquelles on peut l'utiliser. On ne peut pas l'utiliser comme on veut ou dans le sens qu'on veut.
Et ce qui choque encore pour l'instant, c'est que déjà la vidéo est arrivée très tard par rapport à d'autres sports, mais c'est ce qu'on a du mal à comprendre, c'est parfois le temps que ça prend pour que la décision tombe. Et ouais, il y a toujours cet éternel débat des mains dans le rectangle, où on a parfois toujours pas l'impression d'avoir une règle claire qui s'applique à toute situation. Nerveux pour les playoffs avec cette histoire d'arbitrage vidéo. Oui, après voilà, c'est souvent la faute de l'arbitre quand on perd. C'est toujours comme ça. Donc nous, de nouveau, c'est un peu ce que je disais en début d'émission, c'est qu'on va vraiment essayer de se focaliser sur nous-mêmes, pas faire les erreurs de l'année passée où on a donné trop d'importance à des détails qui au final n'apportaient rien. On va vraiment essayer de mettre le contenu qu'il faut dans nos matchs et essayer justement que ce type de détails comme la VAR ne soit pas au centre de l'attention, ce qui prouverait qu'on n'a pas à discuter de ça, quoi. On arrive tout doucement à la fin de notre podcast. Avant ça, je vais faire un petit quiz à nos deux invités. On va commencer avec toi, Tom. Le foot, on en a parlé déjà brièvement, mais en quelques mots, tu n'y as jamais songé ? Non. Ok, qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer ? Ma famille. Quel sportif t'inspire, un sportif général ? Jordan. Qu'aimes-tu quand tu vas voir un match de foot dans un stade ? Pardon, j'ai pas compris. Qu'aimes-tu quand tu vas voir un match de foot dans un stade ? La bonne ambiance et voilà, boire une petite bière avec les copains. Ouais. Quel stade t'impressionne ? Tu avais dit le Real, c'est celui-là ? Ouais, c'est celui-là, ouais. Et puis, on t'a parlé beaucoup de vacances. Quelles sont tes prochaines vacances ? Je pars à Ibiza fin mai, après le championnat justement avec la plupart des joueurs de l'équipe de Lyon. Tu seras pas là pour la fin de saison de l'Union ? Non, je serai pas là. Ah là là. Guillaume, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du football ? La cour de récré à l'école. Quel est le joueur qui t'inspire ? Foot ? Le sportif qui t'inspire ? J'ai souvent répondu Federer à cette question. Sinon, dans le foot, j'étais un grand fan de David Beckham. Qui est le chouchou du coach ? Dire que c'est toi, hein ? Non. Non, pas ce coach-là. Le précédent peut-être, mais pas celui-ci. On charrie beaucoup Sen Linen. Qui est non-stop de bonne humeur dans les vestiaires ? Ça, c'est pas compliqué. Loïc Lapoussin. Avec qui as-tu la meilleure relation sur le terrain ? Sur le terrain, je veux dire Anto Maurice. Et hors terrain ? À l'Union actuellement, Anto Maurice. Ouais. Le club de tes rêves ? Pour rebondir sur David Beckham, c'était Manchester United. Et tes prochaines vacances, après les playoffs ? Pas trop loin d'Ibiza, un peu plus calme, au Portugal. Vous partez pas ensemble ? Non, c'est pas prévu, non. On n'a pas les mêmes congés. Eh bien, merci à tous les deux d'être venus aujourd'hui. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube 90 minutes pour ne rien rater et suivre les prochains épisodes. En commentaire, vous retrouvez aussi tous les liens vers nos différents réseaux sociaux. Merci à vous d'être venus et à très bientôt.